Bonsoir, bonsoir. Hotep, shalom, salam. Bonsoir à toutes et à tous. Prenez place, installez-vous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que le scandale qui entoure le nom de Bakary Samaké ou que le cynisme dans le cœur d'un homme politique en campagne électorale. Installez-vous bien. Ce soir, vous le savez sans doute déjà, nous allons voir ensemble, nous allons décortiquer pas simplement cette tristement célèbre affaire, mais plus globalement, un sujet qui me tient à cœur, à savoir la mentalité ghetto. C'est un sujet qui est très peu traité en sciences sociales, qui est noyé dans des notions beaucoup plus larges, alors qu'il mériterait une analyse bien spécifique. Et ce soir, je vais vous expliquer pourquoi il mériterait une analyse bien spécifique, d'une part, et d'autre part, nous allons voir ensemble comment s'en libérer. Le but, vous me connaissez, n'est pas de s'enfermer dans un constat sombre, alarmant, et ensuite attendre que le système réagisse. Alors ça ne mérite pas une analyse. Madame Poupe, je comprends votre sentiment. Pour autant, toute situation factuelle peut être ramenée à une analyse conceptuelle. Et permettez-moi de vous prouver ce soir que cette affaire Samaké n'échappe pas à cette règle du logos. Oui, exactement, cette affaire est la meilleure illustration de ce pourquoi vous vous battez, en partie, en effet. Certains d'entre vous qui me suivent depuis déjà un certain nombre de mois, d'années, savent combien je ne cesse de pointer du doigt l'existence tragique de cette mentalité ghetto et ses conséquences, et en particulier sur les hommes afro ayant grandi en banlieue HLM. Alors, il faut avancer sur d'autres sujets. C'est vrai, maintenant, en toute franchise, vous verrez, et je prends les paris avec vous dès ce soir, que vous ressortirez, si vous restez du moins tout durant ce live, vous en ressortirez relativement enrichi et doté d'autres perspectives d'analyse. J'en prends le pari et surtout l'engagement auprès de chacun et chacune d'entre vous d'ailleurs. Cette affaire n'est qu'un symptôme d'un phénomène beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Donc je ne fais pas dans la récupération, rassurez-vous, bien que évidemment, je surfe un peu sur l'actualité, ainsi va la loi des réseaux sociaux, pour un peu attirer l'attention, pour que les algorithmes nous soient favorables, forcés par moment de s'inscrire dans l'actualité. Voilà. À vrai dire, c'est pas ma réalité ici en Suisse. Ah oui, non, effectivement. Effectivement, en Suisse, oui, on est très très loin. J'ai aucun mal à vous croire de tout ce tourbillon identitaire qui emprisonne la jeunesse et très souvent le destin de bon nombre de jeunes hommes afro. Ça touche particulièrement les hommes, un peu les femmes, dans une moindre mesure. Ça les touche quand même pour autant dans une moindre mesure. Mais nous verrons tout ça d'ici quelques instants. Je laisse encore quelques secondes aux uns et aux autres de s'installer. Inutile de rappeler que je compte sur votre intransigeance intellectuelle, doublée de votre pertinence, qui se traduira, comme n'a eu le cesse de se traduire à travers mes différents lives, par des remarques et des questions tout aussi pertinentes les unes que les autres. Voilà. Donc fondamentalement... Ah, je vois qu'il y a des mises en contact là qui se mettent en place sur mon live. Oh, je viens de Lausanne. Ah, moi aussi. Oh, Blondin, qui a déterré mon surnom de dealer. Blondin. Force à toi, Blondin, Tony Rorona.
Ah vraiment, il y a des anciens ici. Mince, les dossiers sont lâchés. Alors pour ceux qui ne le savent pas, pour la plupart d'entre vous, du temps où je dealais, j'avais une tignasse blonde et en prime, j'étais fan absolu de Clint Eastwood dans le film Le Bon, la Brute et le Truand, et son surnom dans ce film, c'était Blondin. Donc l'un dans l'autre, mon surnom, à cette époque-là, c'était Blondin, en sachant que quand on grandit un peu dans la street, notre prénom est très vite remplacé par un surnom. C'est-à-dire que c'est une manière nous-mêmes de conquérir une identité que l'on va imposer au monde plutôt que de subir celle que nous a imposée le système ou notre histoire familiale. Voilà. Alors, merci à tous, hein, prenez place. Fidio le sage est parmi nous. J'en suis ravi, comme je suis ravi de vous tous vous retrouver. Alors encore quelques secondes, hein, nous sommes une quarantaine. Mon ego est déjà relativement satisfait. Il va pouvoir aller dormir et laisser place à ma conscience et à mon sens du professorat. Voilà. Alors, je me répète, hein, aujourd'hui, n'hésitez pas à soumettre à des questions. Je vais prendre le soin de les noter si je ne peux pas y répondre instantanément. Je vais néanmoins essayer, moi, de vous livrer une analyse relativement large de l'affaire Bakary Samaké, en soulignant que je ne veux pas l'accabler lui individuellement. Je répète, encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, c'est un symptôme, c'est un cas spécifique d'une réalité beaucoup plus globale. Donc, je ne suis pas en train de l'accabler lui. Bien au contraire, j'éprouve de la peine pour lui, ainsi que pour sa future femme qui, aux dernières nouvelles, aurait rompu les fiançailles. J'ai également de la peine pour tous ces fans qui voyaient en lui un nouveau modèle, éventuellement un Mohamed Ali. Et j'ai plus largement de la peine pour notre communauté qui, encore une fois, est prise en otage par une émotion forte, par un coup asséné à une de nos étoiles. Alors, pas mal de choses à dire, qui est bien le miroir de nos nombreux frères. Voilà, merci, monsieur Kevin, frère Kevin. Alors, avant de démarrer, parce que je pense que là, on peut y aller. Avant de démarrer, je dois quand même installer en écho à notre échange de la semaine dernière. J'idéalise jamais le quartier, il a sa part dans nos échecs. Oui, Dixit Youssoufa. Alors, avant de démarrer, je disais, en écho à la semaine dernière, je vais quand même rappeler ma légitimité. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai parlé de l'importance de l'autorité, laquelle doit reposer sur une légitimité. Et pour ce qui me concerne, ma légitimité, elle est certes intellectuelle, elle est existentielle, j'ai vécu dedans. Et quand je dis intellectuelle, c'est que j'ai consacré un ouvrage à cette identité ghetto. C'était mon premier livre, le voici. Et ce n'est pas une promo, hein, vous ne le trouverez plus en vente, éventuellement dans des archives lointaines ou chez un antiquaire. Donc les flammes de la révolte, d'accord. Et je vous lis une partie de la 4e de couverture pour vraiment vous attester que c'est un sujet qui m'accompagne depuis plus de 25 ans. WLH, donc moi, Wanda Ludovic Herman, décortique les fondements du ghetto, la souffrance qui lui est inhérente et y apporte des solutions concrètes. Vous voyez ? Donc, la réalité du ghetto, et ensuite, en résumé, il préconise pour les jeunes du ghetto la déconstruction de l'identité ghetto qui serait le résultat d'un fait social durkheimien pour amener à la reconstruction d'une identité à soi. Celle-ci permettrait à chacun d'être ce qu'il est et non pas celui que la rue a voulu qu'il soit. Il baptise cette initiative la renaissance identitaire. Voilà. Donc, c'est un sujet, ça c'est les tours de Vigneux-sur-Seine pour ceux qui ne connaissent pas, une cité HLM dans laquelle j'ai eu à grandir, basée à Vigneux-sur-Seine et qui ensuite, dans le cadre du plan Borloo, a été détruite et remplacée par des bâtiments plus visant à humaniser l'espace et par extension les esprits, même si ça n'a pas forcément été le cas. Alors oui, à l'époque, on me reconnaissait dans Paris au moment où j'ai entamé ma renaissance identitaire par un dandysme jusqu'au boutiste, comme tous les nouveaux convertis. Je me voulais être plus dandy que les parrains même, que les ancêtres du dandysme au 19e siècle. Et c'est comme ça qu'on me voyait dans Paris
coiffés d'un haut de forme, queue de pie, la veste, gilet et la valière, enfin la totale. La totale. Bref, le bon vieux temps. Depuis, j'ai un petit peu atténué, j'ai un petit peu modernisé, actualisé mon dandisme. Voilà, c'est ce qu'on appelle faire le grand écart. Oui, exactement, et mes adducteurs en ont eu pour leur grade. Alors, donc ça c'est pour planter le décor de ma légitimité. Et je vais vous lire ma première page introductive, puisque je pense qu'à elle seule, elle résume la réalité de la banlieue. Quand je dis la réalité de la banlieue, je parle particulièrement de ceux qui sont en échec scolaire. Parce que la banlieue, ce n'est pas que la carrière attitude. La carrière attitude, ça touche prioritairement celles et ceux, surtout les garçons en échec scolaire. Ça représente quand même, faut-il le rappeler, 100 à 150 000 jeunes par an. À l'heure où nous parlons, à ce jour, la France compte 3 millions de jeunes sans diplôme dans ses rues. 3 millions. Donc vous voyez Paris, qui est habité de 2 millions d'habitants, eh bien, rien que Paris, imaginez le nombre de personnes que vous voyez dans Paris, eh bien, visualisez que toutes ces personnes sans diplôme, sans perspective d'avenir, à quoi ressembleraient-elles si ce n'est à des loups-garous prêts à tout pour survivre? Parce que c'est d'abord aussi une question de survie. La question raciale repose aussi en France sur une question sociale. Mais avant de poursuivre, je vais vous lire, vous m'excuserez, hein, c'est pas un club de lecture, pour autant, la nécessité faisant loi. Je vais vous lire ce début d'ouvrage, mon premier livre. C'est un peu d'émotion, ça fait longtemps que je l'avais pas ouvert, je vais pas vous mentir. Accrochez-vous parce que le début est assez tonitruant. HLM, RMI, BEP, CAP, ZEP, échec scolaire, ambition inexistante, incivilité, professeurs menacés, violentés, découragés, école désertée, apprentissage de la rue, enfants d'immigrés du tiers-monde, discrimination, préjugés, rejet, exclusion, galère, chômage, désorganisation, anémie, rage, violence gratuite et imprévisible, violence volontaire, en réunion, arme blanche, arme à feu, coup de tête, coup de poing, coup de couteau, coup du sort, tête encapuchée, démarche hostile, regard glacial, esprit de rébellion, chaos identitaire, manque de repères, père absent ou alcoolique, mère éplorée ou seule, hip-hop, rap, argot, économie souterraine ou de survie, argent facile ou rare, frustration, viol, tournante, solitude masquée, machisme exacerbé, sœur épiée, féminité dénigrée, pédagogie absente, enfant battu, troubles psychologiques, assistante sociale, emploi jeune, éducateur, espace public délabré, boîte aux lettres détériorée, hall enfumé, déchets éparpillés, cave pestilentielle, murs tagués, contrôle de papier, police méprisante, délit de faciès, outrage, course-poursuite, garde à vue, foyer d'accueil, incarcération, récidive, vol à l'étalage, vol en réunion, vol de voiture, vol avec violence, acte de barbarie, séquestration, antisémitisme primaire, Ben Laden idolâtré, France haïe, inactivité électorale, politique d'abandon, répression, cannabis, cocaïne, obscurantisme, avenir occulté, Père Noël invisible, isolement, pauvreté, assistanat, misère suffocante, souffrance abyssale, zone de non-droit, espace cul-de-sac, Sarkozy détesté, lieu banni, en somme, la banlieue. Voilà l'introduction de mon essai, de mon premier ouvrage, qui plante le décor de tout ce que je vais expliquer, tout ce que j'ai expliqué dans cet essai, et ce que je vais essayer de ramasser aujourd'hui à travers un propos, mais au moins ça plante, c'est moins qu'on puisse dire, c'est un portrait assez saisissant. Voilà, c'est une entrée en matière, c'est moins qu'on puisse dire. J'ai essayé à travers ces quelques lignes de ramasser les différentes réalités qui cohabitent selon les différents aspects dans ce qu'on appelle la banlieue. Alors, pour comprendre l'identité ghetto, il est fondamental, avant toute chose, de revenir sur la construction d'un homme. Comment se construit un individu, et tout particulièrement un homme. Et à partir de là, donc à partir de cette première partie qui en elle-même, elle va vous permettre déjà d'y voir clair, de poser des lignes de démarcation. On pourra ensuite voir comment se construit l'homme du ghetto, avec des mises en parallèle et ainsi que des frontières. Comment trouvez-vous juste mot pour ne pas dire ceci soit confondu avec ceux utilisés par une droite extrême?
Alors ça, maintenant, les mots, vous savez, chacun les récupère à sa guise. Hein. Si demain l'extrême droite dit qu'il fait beau alors qu'il fait beau, sous prétexte que c'est l'extrême droite qui le dit, je ne vais pas le nier. Il faut être en capacité de distinguer le message du messager. Je sais que c'est pas évident, surtout dans notre époque où on essaye d'assimiler le messager au message et à ne pas distinguer les deux. Moi, en qualité d'intellectuel, en tout cas, je me réclame de l'intellectualisme, j'essaye de l'être au quotidien. L'un des principes fondamentaux, c'est d'analyser, de faire preuve de discernement devant des propos. Et si l'extrême droite tient un propos que je juge légitime, rationnel, pertinent, il n'y a aucune raison que je le balaye, au contraire. Maintenant, évidemment, dans le corpus intellectuel, je vais m'opposer à des grandes chances à leur analyse. Tout n'est que construction sociale, en grande partie, mais pas que. Pas que, justement, pas que. Et précisément, c'est pour cette raison qu'on va voir ce soir en quoi l'identité ghetto ne doit pas être confondue avec l'identité anarchiste ou l'identité des gilets jaunes. Voilà, il y a vraiment une spécificité qui croise le racial et le social, notamment sur la question du surmoi. Mais nous allons voir ça dans quelques instants. Un peu de patience, si vous le voulez bien, en tout cas je vous le demande. Alors on va démarrer sur la construction de l'homme. Il faut bien comprendre que la construction de l'homme a fait l'objet d'une analyse historiquement assez récente, en tout cas en Occident, assez récente. Il a fallu la venue de Freud pour établir un portrait qui semble correspondre au mieux avec la réalité qu'on peut observer. D'accord ? Mais avant d'arriver à Freud, sachez que quand je dis la construction de l'homme, l'homme seul n'existe pas. D'accord ? On vient au monde projeté dans une société. On sort du ventre de notre mère, hop, on est projeté dans une société. D'accord ? Donc, comprendre la construction de l'homme, c'est comprendre la construction de l'homme social, au sein d'une société. Et quand on a ça à l'esprit, le premier impératif intellectuel, c'est de saisir quelle est déjà la frontière, la ligne rouge qui sépare l'homme social de l'homme qui ne l'est pas. D'accord ? Quelle est la ligne rouge ? Quelle est la ligne rouge qui sépare, en clair, si on doit employer d'autres termes, l'homme civilisé de l'homme barbare ? Ça, c'est la grande frontière. Civilisation d'un côté, barbarie de l'autre. Où se situe la frontière ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Il ne s'agit pas de rentrer dans des considérations raciales, les autres sont des barbares qui ont pris le masque de la civilisation pour aller coloniser. Non, on n'est pas dans ce sujet-là aujourd'hui. Là, vraiment, on analyse sur le terrain plus social et psychologique, non pas historique, même si dans une deuxième partie, on va quand même s'y rattacher légèrement. Pour autant, pour le moment, on va s'attarder sur une analyse psychosociologique, si je puis dire. Donc, et on démarrera en déterminant la frontière fondamentale entre la civilisation et la barbarie. Il y a une frontière qui a été mise à jour par deux individus, historiquement, en tout cas selon mes ressources intellectuelles. Le premier de ces individus s'appelle Thomas Hobbes, un philosophe anglais qui, au XVIIe siècle, a pondu un ouvrage baptisé le Léviathan. Le Léviathan. Que dit-il ? Alors, il a une vision un peu pessimiste du genre humain, qui s'oppose à une vision optimiste. La vision pessimiste consiste à dire que l'homme est, par nature, animé par des penchants négatifs. D'où sa fameuse phrase, l'homme est un loup. Merci Lehman, tu m'as enlevé les mots de la bouche. L'homme est un loup pour l'homme. Donc c'est une vision pessimiste. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres visions. Il existe une vision optimiste, que l'on rattache notamment à Rousseau, selon lequel l'homme est bon par nature et c'est la société qui l'a rendu mauvaise. Simplement, pourquoi il faut partir de Hobbes ? Puisque la réponse est toute simple. C'est que l'État-nation, les sociétés dites civilisées, reposent principalement sur cette vision de Hobbes. Je m'explique. Hobbes présente l'homme comme un loup pour l'homme et dans le prolongement de ce postulat psychosociologique, il explique que les hommes ont accepté de faire société qu'à une condition majeure,
qui a consisté à remettre entre les mains d'un pouvoir supérieur les clés de leur sécurité. Ça, c'est un élément très très important sur lequel normalement je devrais m'attarder de longues minutes, voire des dizaines de minutes pour que chacun comprenne bien cet impératif. C'est-à-dire que les hommes se sont mis en société de manière civilisée en remettant leur capacité à se défendre, à se faire justice eux-mêmes entre les mains d'une autorité supérieure appelée le Léviathan, métaphoriquement. D'accord ? Et ça, c'est capital de l'avoir à l'esprit, j'insiste encore. Puisque, partant de là, cela suppose qu'au quotidien, l'homme ne peut pas se permettre de réagir avec impulsivité, avec violence. D'accord ? C'est vraiment capital. Puisque, et on verra plus tard, à l'inverse, dans le ghetto, l'homme qui se respecte se doit, en cas de manque de respect, ou ce qu'il estime être un manque de respect, de réagir par lui-même. Faute de quoi il est considéré comme un faible. Eh bien, dans le monde dit civilisé, cette règle-là n'existe pas. Au contraire, dans le monde dit civilisé, la violence est remise et le monopole, comme disait Weber, le monopole de l'État, le monopole de la violence légitime, disait Max Weber, pour définir la spécificité de l'État sur les individus. D'accord ? Donc c'est fondamental d'avoir à l'esprit que un homme dans les sociétés civilisées est tenu de ne jamais avoir recours par lui-même à la violence. D'accord ? C'est très très important d'avoir ça en tête. Je vous demande de graver ça dans un coin de votre tête, puisque ça va vous permettre de comprendre tout le reste. D'accord ? Donc ça, c'est la clé de l'être civilisé. Après, on prolonge avec la civilité. La civilité, c'est la maîtrise de soi, à laquelle s'ajoute le savoir-vivre et le savoir-être. Être poli, être courtois, faire preuve de raffinement, avoir le sens de la conversation. Donc, l'art de la civilité, certains l'ont traité, ça a été l'objet d'une beaucoup de curiosité intellectuelle durant la monarchie, en particulier au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Et un homme comme Balthazar Castiglione en a été l'un des plus fervents représentants à travers son ouvrage Le Courtisan, pour ceux que ça intéresse. Mais je referme la parenthèse, c'est pas le sujet du jour. J'en parlerai éventuellement quand je rentrerai dans le détail du dandysme. Simplement, retenez bien que l'homme civilisé, c'est l'homme qui se contrôle. Albert Camus dira que c'est l'homme qui s'empêche, l'homme qui se retient. C'est pas donné à tout le monde. Pour autant, c'est un impératif, c'est un idéal. Et au quotidien, ça passe par un certain nombre. Ça passe d'abord par une éducation, évidemment, d'accord ? On adopte des habitudes par l'éducation, et cette même éducation familiale reposait entre les mains, était la responsabilité des instances religieuses. En l'occurrence, le christianisme pour ce qui est de l'Occident. Donc fondamentalement, l'éducation religieuse a contribué à contenir la bestialité humaine en la diabolisant, en l'associant aux démons. Et c'est ainsi que, hommes comme femmes, mais en l'occurrence, je parle surtout des hommes, compte tenu du taux de testostérone dominant qui les anime à la différence des femmes, et qui a tendance à les pousser, à les faire facilement basculer dans la violence physique en cas d'irritation, en cas de sentiment d'injustice. D'accord ? Donc, la société dite civilisée s'est construite là-dessus. La frontière entre les barbares et les civilisés, c'est donc exactement, s'il faut résumer, merci Glory Boy, c'est exactement ça. S'il y a une frontière, c'est dans le rapport à la violence. La violence, dans le monde dit civilisé, c'est le monopole de l'État. Donc l'État, c'est l'armée, c'est les CRS, c'est éventuellement la police, les forces de l'ordre, on les appelle, d'accord ? Mais c'est sûrement pas le citoyen. Le citoyen n'a pas le droit de recourir à la violence. Après, il y a des nuances. En France, c'est extrême. Là, aux États-Unis, la légitime défense est plus ou moins acceptée. C'est un pays qui s'est fondé sur d'autres normes, sur des normes protestantes. Il y a une petite nuance entre le catholicisme et le protestantisme. Le catholicisme a ceci de singulier où l'autorité est vraiment pyramidale. C'est vraiment le pape, l'État qui a l'autorité, y compris en matière de sécurité. Tandis que le protestantisme, l'autorité, c'est le père de famille, c'est à la maison. Si bien que le père
peut, en cas de nécessité, recourir à la violence. D'accord? Donc voilà, ça c'est une petite distinction qui est quand même utile d'avoir en tête. Pour autant, le plus important, c'est de retenir que le recours à la violence, c'est la limite. Et quand on n'a pas recours, eh bien, ça repose sur une éducation religieuse, ancrée sur la retenue, sur la maîtrise de soi, ainsi que sur un principe clé dans les rapports humains que vous allez reconnaître, en tout cas qui va vous parler. Peut-être vous n'y avez pas mis un mot, pour autant il va vous parler. Peut-être vous allez en reconnaître l'expression, notamment au travail, pour celles et ceux parmi vous qui évoluent dans le monde professionnel, notamment en France. Ça s'appelle le principe d'indifférence. Le principe d'indifférence. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que vous estimez qu'un tel ou un tel vous parle de travers, vous estimez qu'il vous manque de respect, vous pouvez réagir, tout comme vous pouvez faire preuve d'indifférence. Et le principe d'indifférence, c'est un principe cher à l'aristocratie. D'où l'adage, le silence est d'or. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire faire preuve d'indifférence avec hauteur, c'est témoigner d'une supériorité intellectuelle. Là où, dans le ghetto, l'indifférence est perçue sous un autre œil, est perçue comme de la lâcheté. D'accord? Donc, petit à petit, vous comprenez à quel point on a affaire à une société et en face à une contre-société, avec ce que cela implique en termes de comportement individuel adopté par ceux qui la composent, en particulier par les jeunes hommes adolescents grandissant sans père. Donc là, le principe, la maîtrise de soi, principe d'indifférence qui constitue le socle, si je puis dire, de l'éducation, de la construction de l'homme et par extension de la société. D'accord? Donc maîtrise, indifférence, et le tout dans un cadre structuré par des lois. La loi occupe une place centrale, la loi écrite. Donc là, on revient à l'écriture, au logos par l'écrit. D'accord? La loi écrite qui s'impose, tout citoyen est censé, nul n'est censé ignorer la loi, la fameuse phrase, mais c'est quelle loi? C'est une loi écrite. Okay? Cette loi écrite qui se prolonge partout. À l'école, vous avez un règlement. On a tous été confrontés à un règlement que personne n'a lu. Il n'empêche que, en cas de bêtise, le règlement interdit ceci. D'accord? On nous rappelait toujours à l'ordre en brandissant le règlement. Donc fondamentalement, la loi écrite constitue les rails ou le cadre des normes du vivre ensemble. Ok? Avec pour règle absolue le refus de la violence physique. Et ensuite, en interne, le refus, évidemment, des escroqueries, de la malveillance. Après, voilà, toutes les déclinaisons des rapports humains où l'égalité est mise à mal par l'individualisme, par la roublardise. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, ce n'est même pas ces éléments d'appréciation en interne, c'est fondamentalement les contours. Et les contours, c'est le rapport à la violence physique qui est banni, quelle que soit la circonstance. Maintenant, si vous comprenez cela, cet impératif-là du non-recours à la violence, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi un individu comme Malcolm X a été autant diabolisé comparativement à Martin Luther King. D'accord? Ça part de là. C'est parce que Malcolm X, lui, avec cette fameuse phrase « by any means necessary », par tous les moyens nécessaires, obtenir la liberté, donc sous-entendant, y compris par le moyen, la violence physique, eh bien, il sortait du contrat social, il sortait du contrat hobbesien, il sortait de l'impératif catégorique social par excellence qui consiste à se maîtriser, à ne pas avoir recours soi-même à la violence. Tout au plus, à engager des démarches judiciaires, déposer plainte, mais pas par soi-même. Et Malcolm X, lui, frontalement, il s'est inscrit en faux face à cet impératif qu'il voyait comme un désarmement injuste. Puisque, à l'époque, donc il ne s'agit pas de le blâmer, à l'époque, la violence s'abattait sur les Afro-Américains, lesquels se retrouvaient dans une situation d'impuissance, d'autant que, nous étions à l'époque de la ségrégation, les Afro-Américains étaient totalement démunis sur le plan institutionnel. Ils n'avaient pas de juge, ils n'exerçaient aucun pouvoir judiciaire, aucun pouvoir politique. Ils étaient en quelque sorte à la merci de, entre guillemets, la white supremacy.
ce qui peut expliquer le positionnement d'un Malcolm X qui, en prime, avait déjà vu 4 de ses oncles mourir sous les coups du Ku Klux Klan, ainsi que son père. Voilà, d'accord? Donc, certains disent que ce n'était pas la même époque et il avait raison. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il avait raison ou il avait tort. Moi, ce qui m'importe ici, c'est vraiment d'essayer d'analyser, de contextualiser. Alors, j'aurais aimé appliquer ce principe depuis bien longtemps. Ça m'aurait évité bien de démissionner. Effectivement, toute mauvaise attitude à notre rencontre ne mérite pas forcément de réaction. Exactement. Merci, Farah Asahi. Et merci déjà de nous faire part de cette remarque. Je me suis permis de la lire afin que chacun puisse en tirer, et surtout peut-être les plus jeunes, le plus grand avantage. Le principe d'indifférence, je vous assure, à chaque fois que j'en parle en introduction de mes accompagnements, de mes formations, 90% de mes élèves tombent des nues. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a jamais évoqué cet impératif-là. Et pour cause, on a, pour la plupart d'entre nous, grandi, que ce soit en banlieue HLM ou sur le continent. Ce qui, dans le rapport à la violence, revient au même. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, s'agissant du continent, le propre de la colonisation, et ça c'est Achille Mbembe qui nous l'enseigne, l'instauration de l'autorité coloniale ne s'est pas faite avec des sourires et des pétales de rose. Bon, vous le savez, c'est fait avec une brutalité inouïe. Ce que lui a baptisé le brutalisme. Et ce brutalisme-là, c'est-à-dire la légitimation du recours à la violence pour se faire obéir, a ensuite été adopté, intériorisé et adopté par nos parents, voire même par nos grands-parents, lesquels ont vu dans le recours au coup un moyen efficace d'éduquer. Voilà comment les enfants, à savoir nos parents, voire nous-mêmes, avons subi des coups, et même encore aujourd'hui, estimons que c'est normal. Mais sur ce rapport à la violence, nous allons y revenir quand je vais parler à proprement dit du ghetto. Mais là, alors l'indifférence ne peut se faire que dans deux cas, la lâcheté ou une certaine éducation. Voilà, une certaine éducation. Et effectivement, ce qu'on appelle, quand on dit la lâcheté, c'est aussi une question d'interprétation. Si je me balade en pleine rue et que je me fais insulter par une personne que je ne connais pas et qu'un témoin qui ne vient pas du ghetto me voit continuer mon chemin, il va se dire « Ah, ce monsieur, il est éduqué, il prend de la hauteur. » Maintenant, si le témoin vient de la street, voire même sort de tôle, sort du Hebs, il va se dire « Oh, c'est un bouffon, t'es ma celui-là. » Il se fait hagal, il dit rien. Vous voyez? Donc on a l'opinion de sa condition, on a l'opinion de son environnement. Et suivant l'endroit où on a grandi, suivant les valeurs qui nous ont forgés, on ne voit pas les mêmes situations sous le même angle. C'est pour cette raison que le réel, factuellement, n'existe pas pour l'humain. Ce qui existe, c'est l'interprétation du réel. Et chacun, quand je dis chacun, chaque groupe a sa propre interprétation du réel. Et le défi de l'humain, en cas de confrontation, c'est de réussir à sortir de sa propre interprétation, de son propre, on va dire, paradigme, son propre axe, pour se mettre à la place d'autrui. Bon, ça c'est une petite anecdote, un petit tips, un petit conseil d'ordre philosophique, et qui peut vous accompagner, qui peut vous être d'une grande utilité au quotidien. Maintenant, je reviens à cette civilisation. Donc la civilisation, c'est se retenir. Se retenir d'avoir recours à la violence, ça c'est l'État qui en a le monopole, et entre-temps, les humains évoluent suivant la loi. Voilà, c'est la loi. Et après, à l'intérieur, c'est une forme de méritocratie, c'est la concurrence, c'est le partenariat. Voilà, concurrence et partenariat. Et l'humain, lui, est ballotté entre plaisir et déplaisir. Et en son sein, justement, toute cette éducation de la loi a constitué dans son inconscient ce qu'on appelle un surmoi. Alors, silence is golden, mais très souvent, c'est parce que nous n'avons pas les mots pour rétorquer. Alors, l'importance... Alors, c'est discutable, c'est vrai que par moments, le silence est l'expression d'une impuissance. Sauf qu'à d'autres moments, c'est pas tout à fait le cas. Alors, au boulot, la violence est parfois nécessaire, non pas physique, mais verbale, sans insulte et autres, mais par le fait de se montrer ferme. Alors, merci pour cette remarque, monsieur Kevin. C'est qu'effectivement, quand on parle de violence, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de fermeté? Justement, non. Et donc, merci d'avoir souligné. Par violence, on entend agressivité, on entend hostilité. Ce qui signifie que ça passe par les insultes, par de la vulgarité. Par contre, on peut recourir
a de la force, a de la fermeté, donc à réagir en ayant recours à d'autres outils, qu'on appelle la rhétorique, qu'on appelle l'ironie ou le sarcasme. D'accord? Et c'est ce que je préconise, c'est ce que j'enseigne. Donc, quand vous pouvez faire preuve d'indifférence, tout comme vous pouvez réagir, et réagir efficacement face à une agression, à condition de recourir à des outils conformes à ces impératifs de maîtrise de soi, à ces impératifs de civilité. Et cet impératif, c'est la rhétorique. Et ces outils, c'est ce qu'on appelle la rhétorique, ce qu'on appelle le sarcasme et l'ironie. Ce sont des armes foudroyantes. D'accord? Mais bon, là-dessus, on pourra revenir. Mais pour autant, vraiment, merci pour cette remarque. Voilà pourquoi je prends énormément de plaisir à effectuer des lives avec vous. Et le plaisir ne va aller qu'en s'augmentant. C'est que j'ai la chance d'être suivi par des personnes qui utilisent leurs neurones, y compris à 23h25. C'est très appréciable. Vous n'imaginez pas à quel point. Alors, maintenant, ok, on a compris que être civilisé, c'est se retenir. C'est savoir faire preuve d'indifférence. C'est ne pas céder, ne pas recourir à la violence, y compris quand on est agressé verbalement, peut-être quand on est agressé physiquement, à la limite, légitime défense, c'est variable, parce qu'il faut que ce soit proportionné, etc. Bon. Eh bien, alors fermeté, oui, nous les soignants, agression par les patients racistes avec soutien de la direction laxiste. Alors, effectivement, alors je vais revenir dessus un peu plus tard, mais c'est vrai que là, parce que vous me tirez, c'est vrai que j'ai ouvert la boîte de Pandore, je dois bien reconnaître. Pour autant, je peux vous assurer que face à des agressions racistes, si vous parvenez à utiliser avec brio le sarcasme et l'ironie, ces agressions disparaissent. Le sarcasme, c'est trancher la gorge avec un sourire. D'accord? Voilà, ce sont des éléments qui s'enseignent. Quelle est la limite qui pourrait légitimer un basculement vers une violence physique? La seule limite, à mon sens, c'est si, par exemple, à titre individuel, on atteint à mon intégrité physique. C'est-à-dire si vraiment on essaye de me toucher physiquement, me taper, pour dire les choses, à ce moment-là, bon, c'est pas certain que je me retiendrai. C'est pas certain du tout. Mais en dehors de cette limite-là, donc on atteint à l'intégrité physique, pour moi, on peut... Ou alors, évidemment, si on atteint à l'intégrité physique de la dame qui m'accompagne ou de mon fils, enfin, vous avez compris l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'intégrité physique. L'intégrité physique, voilà. Et encore, en ma présence. Parce que si j'apprends que, je vais pas me la jouer Don Corleone, représailles, envoyer une équipe. J'ai passé l'âge et j'ai changé de vie. Et je vais pas vous mentir à me faire passer pour ce que je ne suis pas. D'accord? Non, j'irai tout calmement à la police. Certes, la rage au ventre, voire même certaines formes de haine. Néanmoins, pourquoi? Parce que les conséquences peuvent être dévastatrices. Dans l'instant, on peut croire qu'on se fait justice, qu'on répond à un impératif de justice. Simplement, compte tenu du cadre, des exigences, des obligations, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de facto basculé. D'accord? Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Donc, pour revenir maintenant, donc ce qu'il faut retenir vraiment, c'est l'autocontrôle. Et cette notion d'autocontrôle a été bien théorisée par un certain Norbert Elias. C'est quasiment le psychosociologue le plus important de l'histoire de la psychosociologie, Norbert Elias. Norbert Elias, alors il a 2 ouvrages phares, dont celui-ci, La civilisation des mœurs, et l'ouvrage où il en parle encore de façon plus poignante, il est un peu éloigné, il est dans mon couloir, c'est La société des individus. Donc, civilisation des mœurs, société des individus, si vous avez le temps, Norbert Elias, alors Carl Gustav Jung, on va en reparler un peu plus tard, mais Norbert Elias, c'est vraiment l'homme qui a expliqué comment la société occidentale a réussi à dompter sa barbarie. Voilà, Norbert Elias, voilà, a dompté la barbarie par ce qu'on appelle le processus d'autocontrôle. Le processus d'autocontrôle. Et dans ce processus-là, les femmes ont occupé une très grande place. Dois-je le préciser au passage? Pourquoi? Eh bien, pour la simple et bonne raison que ce processus d'autocontrôle de ces pulsions physiques s'est fait aussi avec pour support ce qu'on appelle, alors aujourd'hui on appellerait ça la drague, à l'époque on appelait ça l'amour courtois. Donc l'énergie que l'homme pouvait dépenser sur les champs de bataille ou dans les confrontations physiques, il l'a converti en énergie pour séduire. Donc ça a été l'amour courtois. D'accord? Donc ça a joué un rôle capital. Transformer la fougue
en délicatesse, transformer la vulgarité en retenue, en poésie. Donc c'était vraiment un instrument, ce qu'on appelle aujourd'hui les telenovelas, les feux de l'amour, enfin, toute cette industrie de l'amour, ça vient de très loin. Ça vient en Europe de l'amour courtois dès le XIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, mais ça a surtout eu une utilité politique et sociale qui consistait à dompter dans l'homme cet instinct barbare. Et ça a plus ou moins fonctionné. En tout cas en interne. Après en externe, on connaît l'histoire. En interne, ça a relativement fonctionné. Je dis bien relativement. Il y a toujours eu encore des accès de violence. Le recours au duel existait encore jusqu'à même Jean Jaurès au début du XXe siècle. Le duel existait. Pour autant, voilà, il y a quand même eu cette volonté politique affichée de contenir au maximum ce rapport à la violence. Bon, donc là, je pense être resté bien dans le détail. Je pense que tout le monde a saisi. Eh bien, maintenant, on va passer à la deuxième partie. Et au cas Samaké, à mon cas aussi, parce que j'ai été un ancien Samaké à ma façon, à tous les frères et sœurs, enfin les frères en particulier qui ont été des Bakary Samaké, dans une moindre mesure, on devrait y revenir fortement dans les ghettos français. Oui, effectivement, mais encore faut-il, et nous verrons quelles sont les conditions pour accéder à cette maîtrise de soi, à ce goût de la civilité. Il y a une condition, plusieurs, mais une en particulier. Alors, que se passe-t-il dans la construction, cette fois-ci, non pas de l'individu civilisé, mais dans la construction de l'individu du ghetto? D'abord, il y a un double déterminisme qui caractérise le ghetto. Déterminisme social, pauvreté, pas forcément misère, on ne meurt pas de faim, mais vraiment pauvreté, ça suppose principe de comparaison. Et dans une société de la consommation, ça génère de la frustration, de l'envie, puisque on voit passer des Rolls, on voit à la télévision des buildings, des grandes maisons, on voit en gros des personnes qui vivent, qui savourent leur best life, tandis qu'on est enfermé dans un ghetto, au milieu des cafards, des courses-poursuites et d'une violence sociale. Alors, y a-t-il un âge? Alors, on en reviendra un peu plus tard, je vais noter cette phrase, cette question. Y a-t-il un âge pour tuer? Non, il n'y a pas un âge. Il n'y a pas de fatalité. Pour autant, plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile, évidemment. Voilà, processus de civilisation, société des individus. Voilà. Merci pour celles et ceux qui veulent la référence. Monsieur ou madame Tudila Service and Company vient de nous la livrer. D'accord? Voilà, pour tuer le ghetto attitude. Alors, ce qu'il faut comprendre avec le ghetto attitude, c'est que c'est fondé sur deux piliers. D'abord, le paramètre social. La pauvreté et surtout le sentiment d'être pauvre, ça suppose un principe de comparaison. Le pauvre qui est entouré de pauvres et qui ne voit pas les riches, ou en tout cas ceux qui ne sont pas pauvres, à la limite, sa condition, il ne sait pas qu'il est pauvre. Il sait qu'il est pauvre dès lors qu'il a dans son esprit l'idée que d'autres existent. D'accord? Et ces autres-là, ils sont visibles, soit parce qu'ils habitent pas très loin. En l'occurrence, nous, c'était les zones pavillonnaires. À une à deux rues près, il y avait les zones pavillonnaires. Soit à la télévision. Donc, il y a ce déterminisme social. Et en France, il est très marqué, puisque en France, le pauvre, on lui fait comprendre qu'il est le bien. C'est la philosophie socialiste héritée de la Révolution française, laquelle, dois-je le rappeler, a opéré un renversement que l'on ne voit nulle part ailleurs et qu'on n'en a jamais vu nulle part ailleurs dans l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes mots, à savoir, alors pouvez-vous aborder la thématique d'aujourd'hui? J'y viens, c'est là, il fallait juste que je plante le décor. Vous m'excuserez pour l'impatience que mon introduction a suscité. Le renversement, c'est que à travers la trahison du roi Louis XVI, qui a été récupéré lors de sa fuite à Varennes en 1792 par le peuple, par un membre du peuple, eh bien, le statut du roi, sa légitimité, son autorité morale s'est effondrée. Du jour au lendemain, celui qui incarnait le bien et qui était censé être le protecteur du peuple s'est avéré être, aux yeux du peuple, le malfaiteur,
qui manigançait contre le peuple. Et depuis ce jour, en France, le peuple est convaincu qu'il est moralement supérieur à l'élite. C'est très français. Ailleurs dans le monde, l'élite sert d'exemple. Alors, à part éventuellement dans certains pays où la corruption est tellement forte, les inégalités tellement criantes, que le peuple peut nourrir une certaine animosité à l'endroit de l'élite. Toujours est-il que ce n'est pas aussi massif et généralisé comme ça l'est en France. En France, il faut voir. Déjà, le christianisme voit d'un mauvais œil l'argent. On le sait, contrairement au protestantisme. Et la France est la mère de l'Église, la fille aînée de l'Église, comme on l'appelait fut un temps. Et à cela s'ajoute ce rapport-là lié à la Révolution française, où le pauvre est dans la position de supériorité morale. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, ça a une conséquence dans le ghetto. C'est que le pauvre estime être dans son bon droit quand il agit contre le riche. Ça, c'est un point déjà important à avoir en tête. Maintenant, il y a un deuxième point qui vient s'ajouter. C'est cette fois-ci quand le pauvre est à la fois noir et arabe en France. Alors, un homme peut sortir du ghetto à 18, 25, 30 ans et plus, un électrochoc, voilà, exactement. Merci d'avoir anticipé ma réponse. Il n'y a pas de fatalité, même si après, c'est un peu plus compliqué avec l'âge, du fait qu'on a adopté un certain nombre d'attitudes, mais c'est vrai que le point de départ, c'est de la volonté, c'est faire tomber les pensées limitantes. Maintenant, je reviens à ce que j'exposais, donc déterminisme social, sentiment de supériorité morale propre aux pauvres, en particulier en France, et ce à quoi s'ajoute maintenant le déterminisme racial. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans le ghetto, et ça répond à l'impatience de celui qui m'a demandé, oui, mais on va dans le sujet. Pourquoi? Parce que le déterminisme racial, il nous pousse, il forge, ou du moins, voilà, pour être plus précis, il fait exploser le surmoi que j'évoquais tout à l'heure, propre à la société civilisée. Le surmoi, c'est quoi? C'est les interdits que la société vous impose et que vous avez intériorisés et qui vous poussent à ne pas commettre de vol, à ne pas commettre d'incivilité, bref, à vous tenir à peu près correctement pour le bien de tous. Donc chacun, plus ou moins, possède dans les grandes lignes le même surmoi. En tout cas, sur la place publique. D'accord? Eh bien, le propre de l'identité raciale, c'est qu'on grandit avec une conscience raciale. Et en tant que noir et arabe, la conscience raciale, c'est une conscience d'avoir été, pas simplement dominé à l'échelle de l'histoire, mais martyrisé. C'est-à-dire que le noir et l'arabe, c'est pas une affaire de couleur de peau. C'est une affaire de coloniser et colon. Et ça change littéralement le rapport au monde quand on grandit en se disant noir ou en se disant arabe dans un pays que l'on voit, non pas comme simplement un pays comme un autre, la France en l'occurrence, mais comme on voit comme un pays colonisateur. Et pour peu qu'à la maison, à travers 2-3 phrases, nos parents ne sont pas forcément historiens, pour autant, ils nous balancent 2-3 graines qui empoisonnent notre conscience dans le regard que l'on éprouve à l'endroit du pays, pour peu en prime que l'on subisse, et ça nous est quasiment tous arrivé à l'école ou à travers la police, des rapports que l'on perçoit comme raciaux, un mépris excessif, on n'y met pas les mots, on ne maîtrise pas les concepts, pour autant, on sent que c'est pas normal. Eh bien là, directement, on grandit avec l'explosion justement du surmoi, voire même l'inversion du surmoi. Traduction, les interdits dans le surmoi social deviennent presque des obligations. Vous ne faites pas de bruit dans les transports en commun, surmoi du ghetto, il faut faire du bruit pour s'affirmer, pour montrer qu'on n'a pas peur. Il ne faut pas fumer dans le surmoi social, on va fumer pour montrer ce que l'on est. C'est-à-dire que c'est vraiment le surmoi de la rébellion. C'est-à-dire que les interdits explosent de façon littérale. Et à cela s'ajoute une dimension qui fait dire à certains que le racisme anti-blanc existe. La dimension, c'est la rage, qui peut même se prolonger en haine. Voilà, la rage. Cette mentalité de repli, parfois qualité, prend racine dès l'origine dans la souffrance des parents immigrés. Alors, c'est ce que j'ai dit. Il y a la dimension sociale, il y a la dimension raciale, mais la souffrance des parents immigrés, effectivement, qui dans le réel, s'observe dans une grille de lecture raciale.
c'est le parent qui se fait humilier par le chauffeur de bus, ou par le contrôleur, ou par éventuellement par un policier, par un huissier, par un professeur. Enfin, c'est vraiment tout ce climat qui plonge l'enfant témoin de ces scènes horribles à vivre. Moi, j'en ai vécu une ou deux, et je sais qu'autour de moi, pour en avoir déjà discuté, toutes celles et ceux que je connais qui ont grandi en banlieue HLM en ont vécu au moins une ou deux. C'est des scènes d'une humiliation terrible et qui nous plongent dans une rage folle. Après, certains rappeurs en ont fait l'écho d'ailleurs, dans des textes, dans des punchlines. Okay, donc, fondamentalement, cette identité ghetto, c'est l'explosion du surmoi sur le terrain de la civilité. Donc, tout ce que dans la société on nous interdit, eh bien, c'est ce que nous, on se donne pour obligation, pas simplement on s'autorise, mais on se donne pour obligation de faire. Aujourd'hui, le meilleur symbole, c'est le rodéo. Les jeunes qui font du rodéo le dimanche et sans casque, ils savent bien qu'ils pourrissent la vie, en tout cas au niveau de l'audition de la population environnante. Mais c'est pas pour autant qu'ils s'arrêtent. Et ils ne le font pas uniquement pour l'aspect spectaculaire que peut procurer le fait de faire une roue arrière. Non, c'est aussi pour se prouver à eux-mêmes qu'ils ont du courage face aux injonctions, non pas du système, mais aux injonctions du système blanc, du système Gouer, du système Babtou. Et cette dimension-là, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. C'est l'un des déterminants clés de la conscience raciale, la conscience ghetto. C'est qu'on grandit avec le sentiment d'être en quelque sorte un soldat anti-colonisation. Je n'ai pas dit anti-blanc. C'est pas une affaire de couleur de peau, vraiment j'insiste. C'est une affaire du rapport de, en gros, revanche historique, d'une certaine façon. D'accord? Et pourquoi j'insiste que ce n'est pas anti-blanc, c'est que celles et ceux qui, parmi les blancs, qui ont grandi avec nous, certes, il y en a eu peu et de moins en moins, néanmoins, il en a quand même eu, et en particulier la communauté des gens du voyage, qu'on appelait à l'époque les gitans, je ne sais pas si c'est toujours le cas, et si c'est péjoratif, je vous prie de m'excuser. Eh bien, les gitans qui ont grandi avec nous, je salue Rocky, on ne sait jamais, peut-être que certains le connaissent, je peux vous assurer que eux, ils n'ont pas subi ce qu'on appelle le racisme anti-blanc, ils n'ont pas subi d'agression ou quoi que ce soit, pas du tout. Déjà, de un, les gitans, attention, ils sont d'une virilité qui n'a rien à envier à la nôtre, en termes de rapport à la violence, et j'en passe. Et puis de deux, on partageait plus ou moins les mêmes déterminismes sociaux. Et eux-mêmes, ils subissaient un rejet du système en tant que gitans, déscolarisés, maîtrisant pas suffisamment le français, et j'en passe. Même si, entre guillemets, leur couleur de peau, voilà, leur évitait quand même certaines situations. On va pas se mentir. Toujours est-il que la conscience, le surmoi ghetto, c'est le surmoi de la rébellion. Donc il n'y a plus d'interdits. Les seuls interdits concernent la famille, et en particulier la mama. La mère est toute sacrée. Alors là, ça c'est sûr. C'est la seule limite chose sacrée réellement qui existe dans le ghetto. Les autres, la solidarité, l'amitié, tout ça, non, non. Et on va le voir dans quelques instants, tout ça c'est de la poudre aux yeux, c'est du vernis. C'est du vernis, d'accord? Vraiment, le seul vrai interdit, c'est la maman, c'est la mère. Dans le ghetto, il y a une bagarre, il y a une émeute, il y a tout ce que vous voulez, une mère descend, a dit aux jeunes d'arrêter, je peux vous assurer que personne va bouger le petit doigt. Au pire, on va tous partir, mais personne va hausser la voix, ça n'existe pas. En tout cas, à ma connaissance. Après, je ne sais pas si la nouvelle génération qui sniffe la cocaïne à 10 ans, qui effectue des missions en T-Max, des contrats, comme on dit, je ne sais pas si elle a déjà basculé réellement dans un nihilisme extrême au point de s'en prendre même aux mères. Ça m'étonnerait, ça n'est pas venu à mes oreilles, pour autant, je ne peux pas m'avancer. Moi, je ne parle que de ce que je sais, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris. D'accord? Donc, le surmoi du ghetto, c'est la rébellion. Maintenant, à cela s'ajoute, concernant les hommes, eh bien, la construction. Alors, c'était avant, franchement, maintenant, même les parents n'ont plus d'autorité. Ah, voilà, apparemment, même les mères, les mamans, moi je ne parle pas d'autorité, je dis simplement que la mère est sacrée. C'est-à-dire que certes, elle ne peut pas interdire son fils de 15 ans de sortir, il sortira quand même. Là, je parle simplement qu'elle ne se fait pas insulter, elle ne se fait pas prendre à partie, elle ne se fait pas molester. Je pense, hein, vous me dites si je me trompe, une mère noire ou une mère arabe, dans les cités, elle reste quand même un totem, personne ne la touche, il m'avait semblé. Bon, maintenant, je laisse ça à votre convenance. Si vous avez d'autres anecdotes qui, à la génération change malheureusement, ça n'existe plus. Bon, ben,
Ah bah alors là, c'est encore pire que ce que je ne pensais, manifestement. Même les mamans ne sont plus à l'abri aujourd'hui d'être agressées par les jeunes qui ont le sang dans les yeux et qui ne jurent que par le bif, par le bif, par le bif. Ah bon, mais pourtant, lorsqu'il y a un passage à tabac d'un adolescent, tout le quartier veut la peau de leurs ennemis. Oui, si j'ai pas dit... Enfin, alors je sais pas si j'ai laissé croire le contraire. Précisément, c'est que d'abord, il y a un rapport à l'État, mais attention, maintenant s'ajoute avec... Maintenant, cette construction de l'individu. Comment l'individu dans le ghetto bâtit son estime personnelle. Dans la société dite civilisée, je l'ai expliqué tout à l'heure, il se bâtit selon une méritocratie académique, principalement d'abord, surtout l'adolescent, avoir des bonnes notes, pour la faire courte. Dans la société du ghetto, cette estime personnelle, l'estime de soi, s'enracine, est motivée par d'autres considérations. Très souvent, l'échec scolaire faisant, c'est plutôt la considération de la violence. C'est à qui sera le plus craint. Et c'est là que Thomas Hobbes, et la fameuse phrase « l'homme est un loup pour l'homme » est majeure en cité. C'est vraiment à qui sera le plus craint. Et c'est dans cette philosophie-là que le rapport à l'hypervirilité occupe toute sa place. Pourquoi? Qu'est-ce que l'hypervirilité? C'est toujours être dans une logique hyper impulsive, puisque on ne dépose pas plainte en cas d'attaque, puisque il est prêt pour avoir la paix, comme on dit, faut faire la guerre, ou en tout cas faut préparer la guerre. C'est-à-dire en permanence, il faut montrer qu'on est en capacité d'être réactif, d'être vif. Pour un oui ou pour un non, comme on dit, on démarre. Ça passe par, d'abord physiquement, on impressionne, les pompes, sport de combat et j'en passe. Mais aujourd'hui, ça franchit une autre étape. Maintenant, c'est, comme on dit, la guitare, la Kalachnikov et autres. D'accord? Mais toujours est-il que le principe, c'est celui-ci. Le rapport, l'homme du ghetto, le jeune du ghetto, ça ne concerne, là je parle des 5% déscolarisés qui vivent dans la rue, dont la rue c'est le royaume. Ils vivent dans l'hypervirilité, selon les codes de la loi du plus fort, physique au sens large, donc par les poings ou par les armes à feu, ainsi que, et ça c'est un autre point fondamental, l'opposé de l'amour courtois, c'est-à-dire la chosification de la femme. La femme, et on en revient à des valeurs traditionnelles ancestrales, c'est soit une madone, une prude, une sainte, ou soit, vous m'excuserez mesdames, soit une pute. C'est-à-dire, on la déshumanise, on la chosifie, c'est une tasse-paix. Dès lors qu'elle ose s'habiller d'une certaine façon, qu'on l'on juge indécent, en gros, elle monte ses formes, ou dès lors qu'on a eu un écho, qu'elle est sortie avec un homme qui a réussi à lui toucher le téton. Voilà. Là, tout de suite, sa réputation est mise à mal et elle est jetée en pâture sur la place publique et c'est parti. Et c'est là qu'on arrive à l'affaire Samaké. Pourquoi? Parce que le contexte, quel est-il pour ceux qui ont vu la vidéo? Et je parle de la première vidéo dans la rue, je parle même pas de la seconde. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme, donc le frère Bakary, en train de bénéficier d'une gâterie, comme on dit, mais dans une posture particulière. Vous m'excuserez des détails, encore une fois, je n'ai pas envie de bousculer qui que ce soit. Pour autant, bon, le diable se cachant dans les détails, je me dois de me montrer précis pour vraiment expliquer mon propos. Il tient la tête de cette dame par la main. C'est une forme d'autorité. Donc on est vraiment dans l'hypervirilité. De deux, il est filmé, c'est-à-dire qu'il a un collègue, je ne sais pas d'où il vient d'ailleurs, d'où il est ce collègue, qui le filme en mondovision, vraiment limite à 1 centimètre. Bon. Et là, on a un visage de Bakary Samaké qu'on n'avait encore jamais vu dans les interviews ou sur le ring. Avec on dirait, dans le langage un peu de la street, un visage de chétan. Il tire la langue, il est fier de ce qu'il est, mais il n'est pas lui-même. Il est Bakary du ghetto. Il est l'homme fier de lui. Il est dans son personnage du ghetto. Voilà. D'accord? Donc là, en l'espèce, on a eu, à travers cette séquence, l'expression de tous ces éléments-là, l'hypervirilité, le surmoi social qui explose, on est en pleine rue, on commet un acte sexuel alors que, bon, personne ne fait ça dans la civilisation, si je puis dire.
même pas DSK, il se cache dans une chambre d'hôtel ou dans les clubs des changistes et j'en passe. Mais là, on est vraiment dans un cas qui incarne l'explosion du surmoi. Dans la rue, en plein jour, donc c'est même pas à 2h du matin, un peu bourré, derrière une boîte de nuit, bon, comme ça nous est plus ou moins tous arrivé. Non, en plein jour, le soleil, les rayons le regardent, son ami est là, il filme, enfin vraiment la démonstration, entre guillemets, de sa toute-puissance, avec la langue étirée, qui est tirée, bon. Et là, c'est l'explosion même. C'est l'explosion même, pourquoi? Parce que, à travers cette image, on n'est plus dans l'autocontrôle, on est dans le déploiement de la pulsion, mais assumé. Et c'est ça l'identité ghetto, c'est le culte de l'esprit de rébellion, c'est la normalisation de l'anormalité. Ce qui est anormal, on le trouve normal. Et preuve en est, bon, certains frères de la street qui tombent sur cette vidéo, pour eux, ils verront pas le problème. Ah, ça va, ça nous est tous arrivé, wesh, arrête de faire le moralisateur, tranquille, ah, c'est rien. Limite, ils vont manifester peut-être une petite pointe d'admiration. Parce que, ah, le frérot, il s'est fait, vous m'excuserez l'expression, hein, le frérot, il s'est fait Céus, ah, putain, c'est un vrai. Voilà. Comme le chante de tube en tube, Booba, à l'époque, c'est Damso, Caris, voilà, si vous auscultez leurs chansons, il y a toujours dans chacune d'entre elles une punchline qui renvoie à cette hyper-virilité où ils sont dans leur toute-puissance et ils ont une femme à leur chevet en train de leur offrir une gâterie, soit quand ils sont au volant de leur voiture, soit en discothèque, soit... Bref, c'est ce schéma-là. Sauf que Bakary, lui, il a traduit ces textes-là dans sa réalité. D'accord? Donc c'est vraiment l'incarnation du ghetto. C'est, je répète, encore une fois, m'excuserez de ces soucis de pédagogie, c'est l'explosion du surmoi. C'est vraiment l'homme est un loup pour l'homme, donc vaut mieux être un loup. Votre jargon du ghetto est toujours au point, j'ai encore quelques restes en effet. D'accord? Et c'est la normalisation de l'anormalité. Et hélas, Bakary, comme énormément d'hommes afro, faute d'avoir des héros valorisants et valorisés au sein de la société civilisée en France, se tourne, par manque, notamment à la limite de refuge paternel, se tourne vers les anti-héros, mais qui apparaissent comme des héros compte tenu des signes extérieurs de réussite ou d'héroïsation. Disque d'or, donc tu es un héros, tu viens d'une cave, tu atterris au Energy Award, tu as un sacre disque d'or, disque de platine. C'est un parcours presque balsacien, c'est presque du Rastignac, avec un pull à capuche, d'une certaine façon. Donc ça fascine une certaine jeunesse. Et s'agissant des rappeurs, ça fascine d'autant plus, parce qu'ils viennent avec un vrai esprit de rébellion. Un Booba, surtout lui, parce que c'est lui qui a ouvert la voie du culte de l'hyper-individualisme et de l'hyper-virilité. Avant lui, il y avait un peu Joey Star, mais il était en groupe, IAM, c'était pas vraiment ce culte-là, c'était pas la promotion du crime, de l'hypersexualisation, de la chosification de la femme, du trafic de drogue. Non, c'était encore plus ou moins, on était encore dans le rap revendicateur, dans le rap social, à la Public Enemy. D'accord, on n'était pas dans le NWA, Negro with Attitude. C'est Booba qui a importé ça en faisant un détour avec Tupac. Et il a fait la fusion entre beau gosse, clinquant, bling bling, et le texte cru, anti-système. À l'école, il me disait de lire, il m'enseignait que j'étais libre, va te faire niquer toi et tes livres. Bon, B2O, où on vit là où règne la haine, car saigne l'Afrique. Bon, vous voyez, ce genre de phrase, la haine que je traîne est insoignable. Et j'en passe. Dois-je préciser que j'accable les rôles des gangsters rappeurs, ça ne veut pas pour autant dire que je nie leur génie poétique. Booba, Lino, Nino, Medine, Dossé, Despo, et j'en passe, sont des génies de la poésie. Et c'est précisément parce que ce sont des génies de la poésie qu'ils ont été, en tout cas dans une vision que je partage, récupérés par le diable, qui les a instrumentalisés pour emporter une partie de la jeunesse dans les bas-fonds de l'autodestruction. Puisque c'est là le fond du fond de cette affaire du ghetto,
c'est que, compte tenu de ces anti-valeurs qui sont promues et qui se résument dans la valeur, non pas de fraternité, de compréhension ou d'indifférence au pire, mais plutôt dans la valeur de hyper-virilité et, par extension, la valeur de la cruauté. La cruauté, c'est une notion centrale quand on vit dans le ghetto. Eh bien, cette valeur-là, cruauté verbale, la culture de la vanne, c'est rien d'autre que de la cruauté. Hein. Voilà, homme de l'ombre et j'en passe. La culture de la vanne, pour ceux et ceux qui n'ont pas encore saisi, c'est de la cruauté joviale, mais ça reste de la cruauté. Vous voyez un ami qui est mal habillé selon vous, vous le taclez. Alors oui, c'est drôle, mais sauf que c'est cruel, ça fait mal à son estime personnelle. Mais comme on baigne là-dedans, pour nous, c'est normal. Mais alors, maintenant, agir de la même façon en dehors du ghetto, et vous verrez que c'est perçu comme c'est, à savoir de la méchanceté. Pourquoi vous moquez d'une personne juste pour vous amuser? Ça, c'est ce qu'on appelle être cruel. Et c'est l'un des attributs du démon. D'accord? Mais comme c'est empreint d'humour, en tout cas de moquerie, de rire, pardon, eh bien ça passe. Ça passe. Donc fondamentalement, le moteur du ghetto, c'est la cruauté. Et là, ça nous renvoie encore à l'affaire Bakary Samaké. Pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison que ce n'est pas lui qui l'a filmé et qui a posté. C'est une tierce personne. C'est une tierce personne et qui ne s'est pas privé de briser, alors peut-être à tout jamais, sa carrière, alors qu'il montait en force. Et que cette personne-là, Bakary, je ne suis pas sûr qu'elle lui devait quoi que ce soit. Eh bien, qu'à cela ne tienne, comme on dit, porter l'œil, comme on dit dans la street, le succès de l'un renvoie à l'échec de l'autre, jalousie, envie, allez, à la moindre occasion, finalement, coup de couteau dans le dos. Alors comment vous pouvez dire que la culture de la vanne est de la cruauté? Je pense à toutes les belles sessions de vanne. Alors, belle question, c'est même plus que de la vanité. Alors, j'ai parlé de vanne, hein, pas de vanne. Alors, non, c'est peut-être pas à moi que c'était adressé, vanité. La culture de la vanne, je vais m'arrêter 2 secondes, parce que manifestement, je suis sûr que c'est pas la seule personne. Certains y voient une activité bon enfant. En quoi consiste la culture de la vanne? En quoi consiste la culture de la vanne? La culture de la vanne, c'est quoi? C'est s'attarder, ou en tout cas pointer du doigt des défauts, en tout cas ce qu'on juge être un défaut, vestimentaire, intellectuel, financier, peu importe, des défauts, et tourner ça en dérision. Alors, dans un premier temps, à première écoute, on peut considérer que ça va, c'est de l'autoridérision, il ne faut pas se prendre au sérieux. Peut-être. Simplement, ce qu'on ne comprend pas, c'est que quand ça devient une culture, quand ça devient quotidien et permanent, ça se transforme en culture de la cruauté. D'abord sur le terrain, justement, mental, avant éventuellement de se prolonger sur le terrain physique. Et ça, on n'en a pas toujours conscience. On ne sait pas que la barbarie dans l'action commence d'abord dans l'humour. Je mets au défi quiconque parmi vous de me dire qu'il avait conscience de cela. Dans toute société, lorsque des actes barbares sont commis sur des minorités ou sur des individus, ça commence d'abord par l'humour. C'est l'humour qui ouvre les voies de la légitimisation de la barbarie. C'est par l'humour. Les génocides ont, pour la plupart d'entre eux, été précédés d'abord par une déshumanisation du groupe qui fera l'objet d'un génocide. Et cette déshumanisation, dans certains cas, dans bien des cas, elle s'est traduite par, entre guillemets, de la moquerie, visant à inférioriser l'autre. Donc je peux vous assurer que la culture de la vanne, c'est tout sauf un jeu d'enfant ou anodin. D'accord? Ce n'est pas... Et c'est ce que fait d'ailleurs l'extrême droite. Ben voilà, vous regardez certains magazines d'extrême droite, vous allez voir à quel point la vanne est au cœur de leur rhétorique. Vous regardez ce qu'au fond Charlie Hebdo, vous allez voir que la vanne, typiquement Charlie Hebdo, c'est de la vanne. Typiquement. Maintenant, qui oserait dire aujourd'hui que Charlie Hebdo, ils sont juste dans l'humour, bon enfant. Alors l'humour aide à la déshumanisation qui permet la barbarie. Voilà, clairement. Ben, merci de résumer. C'est factuel. L'humour aide à la déshumanisation qui, elle, permet la barbarie et la stigmatisation. C'est concrètement.
Et ça, il faut en avoir conscience. Et quand on grandit dans le ghetto, on grandit dans cette atmosphère-là. Et voilà pourquoi il est très difficile de se construire des véritables amitiés au sein du ghetto, étant donné que le moindre faiblesse est récupéré, est tourné en dérision, est moqué et en prime devant autrui, devant témoins. Combien de soi-disant amis du ghetto ont fini par s'entretuer, en venir aux mains, voire plus, suite à une mauvaise vanne qui a fait rire les mauvaises personnes au mauvais moment et qui a fait basculer celui qui subissait cette vanne dans la rage. Parce qu'en plus, il venait de recevoir une mauvaise nouvelle, ou à la maison, il s'était fait hagal, etc. Donc, réellement, comprenez que la culture de la vanne, c'est un élément de destruction de l'estime de soi quand elle subit, un élément d'éloignement et de destruction du vivre ensemble. Voilà, Michel Leb en connaît un rayon et j'en parle, et j'en sais quelque chose pour ceux qui ont connu Michel. Alors je ne sais pas, on a quelques interruptions, faites-moi savoir si vous m'entendez toujours, s'il vous plaît, histoire que je puisse avancer, sinon je m'interromps quelques instants. J'attends confirmation de votre part, que je ne vois plus de commentaires. C'est bon, alors nous pouvons reprendre. Très bien. Donc, la culture de la vanne, c'est un des éléments clés. Alors, combien de vannes ont contribué à aider les gens à se rendre compte de leurs propres défauts et à s'améliorer? Alors, c'est une très belle remarque. Quand une vanne, j'ai bien dit tout à l'heure, des vannes une fois de temps en temps, c'est humain, c'est une moquerie, en famille, dans des fratries, ça va, ça arrive. Maintenant, quand cette vanne touche la corde sensible, parce que c'est pas juste ta chaussure ressemble à un paquebot, pour dire que tu as des grands pieds. Bon, non, parfois ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. C'est vous êtes en couple et on se moque de vous parce que vous avez fait preuve de douceur. Vous avez utilisé un mot doux. Madame vous a appelé, ah bébé, oh le canard, oh, le bouffon, machin. Bon, ça va très très loin la vanne. C'est pas uniquement des petits points comme ça qu'on saisit. Non, ça rentre dans les tréfonds de la psychologie, de l'amour-propre. On reste pas en surface. En tout cas, moi, ce que j'ai connu, je peux vous assurer qu'il fallait avoir les reins solides pour supporter cet esprit de la vanne. Et quand bien même on supporterait, ça nous conditionne dans un détachement, dans une notion un peu, on se forge de l'intérieur et on devient insensible. En tout cas, notre sensibilité est réduite comme peau de chagrin. Et quand la sensibilité est réduite comme peau de chagrin, qu'est-ce qui nous empêche ensuite, en cas d'embrouille, de faire un penalty? Qu'est-ce qui nous empêche? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un penalty, c'est lorsque quelqu'un est à terre et qu'on prend sa tête, on confond sa tête avec une balle un ballon de football. C'est ça un penalty. C'est-à-dire que c'est le moment où factuellement la cruauté se manifeste. Vous voyez sa tête, ça ne vous empêche pas de taper dedans de toute votre force. Voilà. Donc, et je peux vous assurer que moi j'ai eu, et j'en suis pas fier, hein, vous m'avez bien compris, à participer à ce type d'action. Et je ne suis pas le seul, d'où l'expression. Si l'expression existe, c'est pour vous dire que c'est un fait culturel, les pénaltys. D'accord? Donc cette cruauté que l'on observe et qui donne lieu à 40 morts par an en banlieue, à minima, je ne parle même pas des États-Unis où là-bas, port des armes autorisées, c'est le Far West permanent. Et pas simplement à Baltimore, hein. Mais là-bas, ils sont tellement, le libéralisme est tellement cynique que ça nourrit même la machine carcérale. C'est-à-dire que les promoteurs, pour la petite histoire, les promoteurs du gangsta rap, les producteurs, ont des parts dans les prisons privées. Donc, ils payent des rappeurs pour qu'ils diffusent la haine et l'autodestruction dans les cités, plutôt que la construction comme le faisait Nas. Les jeunes, un peu en échec, s'identifient à ses paroles, obéissent aux mêmes réflexes du ghetto promus par ses paroles. Ils se retrouvent en prison. Et le producteur, il est dans les deux bouts de la chaîne. Il s'en met les poches par les disques et par les numéros d'écrou. Et la boucle est bouclée. Mais bon, ça c'est les États-Unis, c'est encore un autre niveau. Alors je comprends mieux, je n'avais pas du tout vu cette vision de cela, parce que ces sessions, Van étaient pour moi des bons souvenirs. Merci pour cette vision. Alors moi aussi, pour moi, c'était des bons souvenirs. Et je vais vous dire,
Alors, la vanne est une cohésion de groupe. La vanne est souvent le rituel d'intégration, créer du lien et tester la proximité ou l'égalité. Alors, moi, alors, je vais encore, parce que manifestement, ça fait beaucoup réagir. Je vais m'attarder encore quelques secondes sur cette culture de la vanne. Je répète, je ne parle pas de la vanne. Quelqu'un, par exemple, là, si quelqu'un se moque sur mon chapeau. Oh, c'est quoi ce chapeau moutarde, machin, bon. Ou sur ma veste, bon. C'est pas de ça dont il est question. Moi, je parle quand ça va plus loin, quand ça rentre dans la psychologie, quand on vanne les mères. Moi, j'ai vu des gens qui sont devenus fous, mais au sens propre du terme, à force de faire l'objet de vannes à l'endroit de leur mère. Je tairai les noms. J'ai vu des situations incroyables, des basculements à cause de la vanne. Donc, croyez-moi que c'est tout sauf anodin. Ça peut porter certaines vertus positives, comme il a été évoqué ici, intégration, chaleur, autour d'un feu, on rigole, ok. Eh bien, moi, le jour où j'ai compris, avant ensuite de creuser dans la théorisation, les effets pervers de la vanne, c'est le jour où, première année universitaire, à la Sorbonne, en mathématiques, j'étais encore empreint de l'identité ghetto, bien que je commençais déjà à essayer de m'en détacher. J'avais la bouche facile, donc je vannais. En cours, dès que quelqu'un ouvrait la bouche et disait quelque chose n'importe comment, bam, je lâchais une vanne, tout le monde riait. Ok? Vous les Congolais, vous mangez ceci ou cela. Ok? Je riais. Et un jour, je suis assis à côté d'une camarade de promo, et je vanne, pareil, elle rit, et là, elle me balance, ah vraiment, toi, Herman, qu'est-ce que t'es méchant? Donc j'entends le mot méchant. Je dis, attends, alors que moi, j'étais juste drôle, selon moi. Elle m'associe au mot méchant, qualificatif méchant. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, non, mais c'était trop méchant, t'arrêtes pas de vanner, c'est méchant quand même. Et elle l'a dit avec sérieux. Et à ce moment-là, c'était le premier pas vers la compréhension, justement, des différences de déterminisme, des différences de lieu d'habitation. En fonction de l'univers dans lequel on a grandi, on ne vit pas et on ne perçoit pas la vanne de la même façon. D'accord? Et oui, la vanne, là vous dites, effectivement, c'est de l'humiliation, pas de la vanne. Oui, mais comment être sûr que votre vanne ne va pas causer de l'humiliation? À quel moment? Il n'y a pas de baromètre. Parfois, vous pouvez l'anticiper. À d'autres moments, c'est pas possible. Chacun a sa sensibilité. Vous pouvez penser que c'est juste pour rire et la personne reçoit la vanne profondément humiliée. D'accord? Voilà, guerre, très bien dit. Guerre psychologique, s'inscrit dans une logique de guerre psychologique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vous donne un exemple. Une personne, par exemple, elle est un peu amaigrie, un peu maigre. Vous pouvez lui dire, sac de clous, qu'est-ce qui se passe, tu veux faire des vis? Enfin, voilà, vous vous moquez de son physique parce que vous estimez que cette personne est maigre. Maintenant, qui ne vous dit pas que cette personne subit un mal-être profond, qu'elle n'est pas bien dans sa peau, et peut-être même que ce mal-être éventuellement l'a rapproché des idées sombres à se donner la mort? Vous ne savez pas. Inversement, le cas extrême opposé, la personne est en surpoids. D'accord? La personne est en surpoids. Bon, vous êtes là. Oh, mais arrête, lui, il marche pas, il roule. Arrête de rouler. Ça peut vous faire rire. Mais peut-être que cette personne en surpoids est déjà écrasée par un mal-être terrible. D'accord? Et à ce moment-là, ce mal-être, pareil, peut la meurtrir, peut lui donner envie de se prostrer, de rester à la maison, au point de se couper du monde. Donc fondamentalement, je peux vous assurer que la culture de la vanne, quand c'est, j'insiste comme toute chose, de manière comme ça, de temps à autre, par petites touches, c'est pas la fin du monde. En revanche, quand c'est le quotidien, et c'est le cas dans beaucoup de banlieues, c'est destructeur pour l'autre, mais c'est également destructeur pour son humanité interne, puisque ça nous coupe progressivement du sentiment d'empathie. Et quand on est coupé du sentiment d'empathie, on devient, d'une certaine façon, un sociopathe. Et voilà comment, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la moitié des hôpitaux psychiatriques sont occupés par des frères, un peu de sœurs, mais surtout des frères, issus des banlieues HLM, qui ont commis des actes de folie, qui ont basculé. Et ceux qui n'y voient aucun rapport, je peux vous assurer qu'il y a un vrai lien. Parce que vous vous faites vanner, quand vous vous faites vanner, ça vous vexe, vous réagissez parfois violemment, parce que vous n'avez pas forcément la répartie, tout le monde n'a pas la répartie d'un Jamel Debbouze. Donc vous
démunis, moqués au milieu de tout le monde, ben vous basculez dans la violence physique. Sauf que parfois la violence physique vous oblige à ce qu'on appelle faire une dinguerie. Et faire une dinguerie, ça peut vous amener là-haut, là, à câbler. Il y a tout un tas d'expressions en plus. Câbler, faire une dinguerie, ça vient pas de nulle part. J'ai été témoin, mais visuellement, factuellement, de 3 basculements dans la folie. 3. Le premier, c'était un jeune frère, je tairai le nom, mais qui se faisait passer un peu pour un dur à cuire. C'était à l'époque où les films de Jean-Claude Van Damme battaient leur plein, et beaucoup d'entre nous se prenaient pour Jean-Claude Van Damme à faire des grands écarts et à taper dans les poteaux avec le tibia. Ah, Bloodsport, bam, bam, bon. Lui, il en faisait partie, vraiment. Donc c'était un mélange de Jean-Claude Van Damme et de Tony Montana. Ok ? Donc vraiment, il impressionnait tout le monde parce que dans le hall, il aimait bien faire des gestes montrant que, attention, il fallait pas le test. Bon. Donc il y a toujours cette pression psychologique, on impressionne. Comme les défilés militaires hein, à l'échelle géopolitique. Hein, quand tel ou tel État, ou la Chine ou aujourd'hui la Russie font défiler leur armée, c'est pas juste pour les décrasser, pour décrasser les jambes des militaires. C'est pour montrer à la face du monde, attention, on a des cojones très lourdes. Bon, je referme la parenthèse. La psychologie en haut lieu, la psychologie en bas lieu, c'est quasiment du pareil au même. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour revenir à cette affaire, un jour, parce qu'il y a toujours un jour dans le ghetto où le cinéma, le rôle que vous incarnez, est mis à l'épreuve du réel. Est mis à l'épreuve du réel. C'est-à-dire, concrètement, il faut se battre. D'accord ? Il faut se battre. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Qu'est-ce qui fait passer ? Eh bien, ce jour-là, il s'est fait humilier, c'est-à-dire il a perdu. Mais il a perdu de façon piteuse. Pas comme l'aurait fait Joe Frazier face à Mohamed Ali à Mani, hein, le combat de la jungle au bout du bout. Non, 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 non. C'était vraiment humiliation. Bref, il a volé en éclats. On a vu qu'il ne savait même pas se battre. Que tous ces coups, là, ses jambes levées, c'était que du cinéma. Eh bien, figurez-vous que ce moment-là, ça fait basculer sa vie. Dès le lendemain, le même qui est au centre du hall à impressionner tout le monde, il s'est mis à marcher seul, a commencé à parler tout seul. Et c'est comme ça qu'on l'a perdu. Et à l'heure où je vous parle, il n'est plus de ce monde, puisqu'il a fini bien des années plus tard à se donner la mort. Ça, c'est un exemple. D'accord ? J'ai connu un autre exemple, mais c'est toujours dans les mêmes configurations. Rapport de force qui tourne mal, tu veux faire le fou, ça se retourne contre toi. Comme dans le ghetto, c'est une grande arène doublée d'une grande radio, ben, vous êtes la risée. C'est-à-dire même le petit de 10 ans à qui vous demandiez d'aller vous acheter un sandwich grec, il va dire, toi, vas-y, tu as te hagal, vas-y, je vais te hagal comme l'autre là. Vous avez plus de dignité, plus d'estime de vous-même. C'était le seul espace où il vous restait pour bâtir votre estime. L'école vous a craché dessus, les livres d'histoire ont craché sur votre identité culturelle. La police crache sur votre couleur de peau, il restait que la rue et votre surnom et votre cité. Et même là, c'est fini, le petit en bécane, en VTT se moque de vous. Qu'est-ce qu'il vous reste ? Terrible. Donc là, pareil, vous basculez. Et les exemples sont nombreux. Donc soit vous devenez fou au point de prendre une arme et aller jusqu'au bout. À ce moment-là, vous vous retrouvez en prison. Parce que vous avez mis un coup de couteau à un type qui vous avait hagal, vous ne l'avez pas supporté, vous êtes revenu à la charge, mais cette fois-ci, selon vous, la fin justifiant les moyens, boum, vous l'avez envoyé au cimetière, avec un couteau ou avec une arme à feu. Eh oui, ça arrive très souvent. Ou soit vous-même, vous avez câblé, ne supportons plus la moquerie, et vous avez perdu pied littéralement. D'accord ? Et je peux vous assurer, pour celles et ceux, par exemple pour la sœur qui vit en Suisse, à Lausanne, et j'espère qu'elle est toujours là, ce que je décris là, c'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité du quotidien de bon nombre d'hommes afro qui sont confrontés jour après jour après jour, surtout à l'adolescence, et là je réinsiste, de ceux qui sont en échec scolaire et qui construisent leur estime personnelle dans ces codes-là d'hypervirilité, violence, hypersexualité, eh bien, c'est destructeur émotionnellement. Donc là, j'ai terminé avec cette dimension. Vous avez, je l'espère, compris donc les contours de l'affaire Samaké, ce qu'il incarne en termes de persona, donc de figure type, d'archétype. C'est ce que beaucoup ont vécu.
La question maintenant qui nous intéresse ce soir, c'est comment déconstruire. Comment déconstruire? Parce qu'au bout du compte, moi je suis pas là pour vous déverser du pessimisme et de l'obscurité et après aller dormir. Hein. Vous me connaissez, c'est pas mon dada. Comment déconstruire? D'abord, pour déconstruire, c'est comme tout. Hein. C'est prendre conscience. Prendre conscience que l'identité ghetto, c'est-à-dire ce qu'on croit être notre identité culturelle, ce n'est pas une identité, c'est une maladie. C'est d'abord le premier impératif. Et ça, c'est pas évident. Il suffit de voir les commentaires parfois que je reçois en dessous de mes préventions. Ah, mais non, on est comme ça. Ah, tu te prends pour qui? Ah, on n'est pas des bourgeois. Alors que je demande juste de troquer son pull à capuche contre une chemise et un pantalon. Hein. Je demande pas de s'appeler Charles-Henri ou d'aller vivre à Neuilly. Je demande juste de se détacher des stigmates, des codes du ghetto autodestructeur. Et déjà, c'est trop demandé. Donc déjà, prendre conscience qu'il n'y a rien, il n'y a aucune fierté à se réclamer du 9-3, du 9-1, du 7-8, à se réclamer de telle ou telle cité. Ce sont des accidents de l'histoire. Nos parents, nos grands-parents, notre ancestralité n'a absolument rien à voir avec le HLM. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucune fierté. Sundiata Keita, il n'a pas grandi à Grigny-la-Grande-Borne. Le roi Congo, il n'a pas grandi à Sarcelles, au Val-Fouré, à Mantes-la-Jolie. D'accord? Toussaint Louverture, il n'a pas grandi à la Castellane. Donc, à quel moment on doit être fier de représenter des murs qui, non seulement ne nous appartiennent pas, mais n'ont aucune attache avec un arbre généalogique duquel on est issu. Donc, quand on analyse bien, c'est totalement absurde. Maintenant, l'humain est ainsi fait, la nature a horreur du vide, on est un animal grégaire, on vit dans le groupe, dans l'extériorité. Et à ce moment-là, très facilement, surtout sous l'inspiration, encore une fois, j'insiste, des rappeurs, on se laisse emporter par ce discours grégaire qui vise à s'identifier à une cité et à en être fier, quitte à même mourir. Voilà, c'est les guerres des cités. Hypervirilité face à hypervirilité. Parfois, c'est sur fond de trafic, et ça caractérise plus la communauté arabe, parce qu'il y a quand même, il faut distinguer dans l'identité ghetto, les Arabes des Afros. Même si il y a quand même parfois ça s'entremêle, pour autant, dans les grandes lignes, je ne vais pas mentir, les Arabes sont davantage tournés vers le business. On se regarde de travers, on se bat parce que tu m'as mal regardé. C'est quand même rare chez la communauté maghrébine. Eux, c'est business. C'est business. Bon. En revanche, nous les Afros, hélas, en tout cas de ce que j'ai connu, et je ne vais pas généraliser, mais globalement de ce que j'ai connu, on a un rapport pulsionnel, un rapport à la violence physique encore plus développé qui n'est pas toujours lié à l'argent. C'est pour ça que nous, on a un taux d'autodestruction particulier sur ce terrain-là. D'accord? Voilà. Ils font de l'oseille, ils sont solidaires. Il faut reconnaître que la communauté maghrébine, alors il faut encore distinguer, l'Algérien, c'est pas le Marocain c'est pas le Tunisien. Bon, d'accord? Ça, c'est encore des choses bien différentes. Mais grosso modo, il y a vraiment la mentalité maghrébine axée sur l'argent. Et quand on a recours à la violence, c'est souvent pour des carottes, enfin bref, pour du business, des gros sous. Ah, l'autre a voulu me doubler, machin, problème de confiance. Là où, chez nous, on peut se battre dans un RER parce que l'autre a mis ses pieds et il ne s'est pas excusé. On est prêt à se battre ou pour une insulte raciste. Voilà. D'accord? Donc, ça témoigne de cette fragilité psychologique et du fait, voilà, les Afros, nous sommes infantilisés. Et du fait qu'en effet, cette fragilité, maintenant, est glorifiée. Beaucoup considèrent que c'est normal de se battre pour une insulte, qui pourtant ne change rien à votre vie. Hein. Qui pourtant, si vous connaissez votre estime, si vous connaissez votre valeur, n'a aucun impact. Et quand un frère me dit « Non, moi on me traite de sale nègre, t'es fou, quoi, je le démarre », je dis « Ok, très bien. Je te pose juste une question. Si on t'appelle et on te dit que madame, ta femme est enceinte, est en train d'accoucher à l'hôpital et que tu dois t'y rendre, et qu'en t'y rendant, tu croises un SDF ou même un homme qui te dit « Ah, sale nègre », tu vas t'arrêter pour te battre avec lui ou tu vas continuer tout droit? Oh, mais tu sais très bien, évidemment que je ne vais pas m'arrêter, t'es un ouf ou quoi? Voilà. Donc preuve que ce qui importe, c'est pas ce qu'il dit, c'est ton contexte psychologique. Et ça, nous sommes encore nombreux à ne pas le saisir. Et j'accable personne individuellement, qu'on me comprenne bien. Je réinsiste que c'est des sujets sur lesquels il faut prendre tellement de pincettes. D'accord?
C'est vraiment un conditionnement psychologique. C'est ce surmoi-là qui a été banalisé. C'est la normalisation de l'anormalité, comme je l'ai dit. On a normalisé les réactions violentes, impulsives. Et elles ont même été glorifiées par des figures d'identification que sont les rappeurs hardcore. Et en l'absence de parents qui auraient servi de contre-modèle, ainsi que de modèles institutionnels que nous a pas proposé l'État ou la télévision, on s'est retrouvé démunis et l'humain a besoin de s'identifier par des héros. C'est comme ça qu'ils construisent ce que les psychologues appellent l'idéal du moi, c'est-à-dire l'horizon vers lequel il veut tendre, le moi idéal. Bon, d'accord ? Donc, comment déconstruire ? Déjà prendre conscience. Déjà prendre conscience de l'existence de cette identité ghetto. À l'image d'un Lino, dans son tube, dans son album, il en parle. Je crois que c'est le 4e. J'ai oublié le titre, vous m'excuserez. Son dernier album. Bon, Lino, il a fait que 2 albums, 2 chefs-d'œuvre. Mais je crois que c'est le 4e titre. Où d'ailleurs, il a filmé, il a consacré un clip. Il est à Sarcelles. Et à la fin, il dit, non, j'ai oublié typiquement. Mais c'est, ouais, on peut pas changer, on a ça dans la peau, on peut pas changer. Bon, il y a quand même cette conscience qu'ils ont le ghetto dans la peau. Sauf que lui, il conclut en disant, on peut pas changer. Enfin, c'est pas lui, c'est d'ailleurs, c'est une voix off. On peut pas changer. Simplement, moi, j'atteste, on peut changer. Mais encore faut-il d'abord prendre conscience. Prendre conscience que ce que l'on croyait être une arme, c'est un défaut. Ce que l'on croyait être une forteresse, c'est une prison. C'est d'abord la prise de conscience. Deuxièmement, et ça c'est une observation factuelle, souvent ce qui permet de sortir du ghetto, on va pas se mentir, c'est l'islam. La religion musulmane, majoritaire en banlieue, elle aide beaucoup de frères à sortir. Alors, de plus en plus, maintenant, il y a le protestantisme aussi. D'accord ? Donc, je suis pas en train de donner des bons points à l'un et moins à l'autre. Hein. En tout cas, globalement, un modèle de spiritualité. Ça arrache cette jeunesse hyper virile et autodestructrice des griffes de cette culture, de ce tourbillon du néant. D'accord ? Ça fonctionne relativement bien. À un détail près, c'est que l'avantage de la conversion, c'est également un désavantage. Je m'explique. Il est facile de se convertir. La shahada, c'est 3 mots, 3 phrases, hop, on est converti. Mais c'est d'autant plus facile que dans les faits, eh bien, si ça ne suit pas en termes de pratique, ce qui suppose une appropriation du savoir, l'un des premiers principes, on oublie de le dire, hein, une première obligation de l'islam, c'est de lire. C'est de lire. Donc si vous vous convertissez mais que vous ne lisez pas, vous ne serez pas un musulman. Vous êtes ce qu'on appelle d'ailleurs les journalistes, ils ont trouvé cette trouvaille, islamo-racaille. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc vous dites voilà, chaque fin de phrase, vous faites le ramadan, ok. Néanmoins, à côté de ça, bon, vous êtes encore vous entretenez encore un rapport étroit avec la violence, vous êtes encore plus ou moins en futuring avec l'hypersexualité. Et ça donne Bakary Samaké. Il est à la mosquée le vendredi, et le samedi, il est dans un parking en train de recevoir une gâterie et en tirant la langue. C'est factuel. D'accord ? Donc concrètement, c'est très... Déjà, la prise de conscience, c'est vraiment l'élément clé. La prise de conscience, pas simplement d'être prisonnier du ghetto, mais également de comprendre que ce que l'on croit être notre identité, ce n'est pas nous. C'est une prison. Le rapport à la violence, le rapport au respect, ça aussi, c'est une culture qui est très, très imposante chez nous. La culture du respect. Oh, il m'a manqué de respect. Oh, il m'a manqué de respect. Au nom du respect, on s'autorise tout. Sauf que ce que l'on croit être du respect, c'est juste une psychologie de l'enfant, d'un enfant, dans son incapacité à gérer ses émotions. Et on prétexte, on habille le tout du nom de respect. Simplement, si on s'en tient à cette notion de respect, ça veut dire que tout le monde, dès lors qu'il estime dans son fort intérieur qu'on lui manque de respect, il peut légitimement recourir à la violence. Vous imaginez quelle société peut se construire durablement là-dessus? C'est impossible. Chacun ayant sa susceptibilité, sa sensibilité. Si le seul respect était le baromètre, chacun voit le respect à sa porte, ou pas. Comment fait-on? Vous êtes au téléphone, on est dans les transports en commun, vous parlez un peu trop fort, selon moi,
directement, je vous rentre dedans. Ah, tu manques de respect, tu parles trop fort, tu sais très bien qu'on est là, tu devrais parler plus doucement. Hop, mélage. Oh, alors que la personne, peut-être qu'elle avait même pas conscience de parler trop fort. Vous marchez, vous êtes dans un restaurant, tu croises quelqu'un qui a les sourcils froncés. Ah, pourquoi tu me regardes comme ça, tu manques de respect? Mais non, peut-être que la personne était dans ses pensées. Etc. Là, j'ai pris des exemples caricaturaux. Simplement, je peux vous assurer que dans le réel, les exemples comme ça, hélas, c'est le lot quotidien. Ce qu'on appelle violence gratuite. Journalistiquement, qu'on fasse un fait divers qui bascule dans la tragédie, et pour seule explication, on dit violence gratuite. Ça n'existe pas. C'est pas gratuit, c'est juste que c'est dérisoire, c'est selon des éléments de sentiment de manque de respect. Donc, quand on ne grandit pas dans ce paradigme-là, dans ce contexte, on ne comprend pas comment on peut venir à couler le sang pour si peu. Pour si peu. D'accord? Eh bien, c'est ça l'identité ghetto. Donc, première chose, se libérer. Et le dernier point, et c'est le plus important d'entre tous, le point de départ, c'est se libérer du langage ghetto. Le ghetto, c'est d'abord 300 mots. Et on en revient encore et encore aux 300 mots de vocabulaire. Pourquoi? Pas simplement pour vous vanter les mérites de mes services, c'est pas ça. C'est que les 300 mots de vocabulaire vous empêchent de vous libérer de l'effet de groupe. Le ghetto, c'est au quotidien, c'est l'effet de groupe. Bakary Samaké, il a été pris dans l'effet de groupe. Effet de groupe, ça ne veut pas dire qu'on est 50, hein. Ça veut juste dire que quand on est en extérieur, on est dépendant plus du regard de l'autre que de notre propre regard. C'est ça l'effet de groupe. C'est qu'on est prisonnier de la vie collective ou de ce qu'on croit être la vie collective. En d'autres termes, on manque de discernement. On ne possède pas un sens critique. Simplement, le discernement et le sens critique ne peuvent s'articuler qu'à une condition. Que l'on possède suffisamment de mots qui nous permettent, face à des situations, eh bien, de faire un mur, le mur de l'observation et de l'analyse. Si on n'a pas les mots, comment vous voulez analyser correctement une situation, et notamment dans ses liens de causalité et de conséquences? Si je fais ci, il va se passer ci, donc. Non. Au contraire, on est dans la culture de « je m'en bats les couilles ». C'est la culture où on ne se pose pas de questions. On fait « ah vas-y, s'en bat les couilles, ah vas-y ». Les Américains disent « I don't give a fuck ». Mais dans le fond, c'est juste, tu ne réfléchis pas parce que tu n'as pas les mots. Et pour ceux qui possèdent ces 300 mots, plus de 300 mots, vous pouvez mettre en doute ce que je dis là-dessus, je peux l'entendre. Parce que vous ne savez pas à quel point l'existence est limitée quand on manque cruellement de vocabulaire, d'une part, et d'autre part, quand on évolue dans un environnement culturel où la violence est banalisée. Ce n'est pas que les 300 mots, je répète, qui déterminent, qui poussent à la violence. C'est les 300 mots qui conditionnent, et ensuite, c'est l'environnement qui, lui, banalise la violence. Donc l'un dans l'autre, on ne réfléchit pas. On y va. Et quand on se fait arrêter, on joue au dur. Ah, vas-y, je vais faire ma peine sur une jambe. Regarde, vous vous souvenez de Kobalade, peut-être que vous avez vu cette vidéo. Avant son dernier jugement, il avait posté une vidéo de lui en cellule. Le type, il semblait être bien. Limite, il était en train de dire « oh, cool, t'as vu, j'ai tout ce qu'il me faut. Je fais une peine à une jambe. » Donc c'est le personnage, toujours. On est prisonnier d'un personnage. On doit toujours paraître ultra fort. L'illusion de l'hypervirilité. Voilà. Donc fondamentalement, pour accéder à la libération de cette mentalité ghetto, alors idéalement, c'est déjà physiquement partir. Déjà. Est-ce que j'ai besoin de le préciser? Déjà partir. Histoire de repartir de zéro. Vous changez d'environnement de sorte que vous atterrissez dans un environnement nouveau, personne ne vous connaît. Et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de prouver. Vous n'êtes plus dans le proving, comme on dit au Cameroun. Vous repartez de zéro, quitte à apparaître comme un bolos. C'est pas grave. On vous prend à distance pour un bouffon, c'est rien. Tant qu'on n'atteint pas votre intégrité physique. Peut-être qu'on va vous regarder de travers, mais vous n'avez même pas le temps. Parce qu'à partir du moment où vous ne répondez pas au code du ghetto, c'est-à-dire que si vous ne croisez pas les regards, ça ne vous concerne pas. Le ghetto rentre en vous quand vous vous confrontez à lui. Si vous voyez des jeunes dans un hall et vous tenez le regard, forcément ils vont vous rentrer dedans parce que vous répondez à leur code.
Mais si vous croisez le regard et hop, votre regard se poursuit, dans son inconscient, vous n'êtes pas dans son univers. Et à ce moment-là, il ne vous calcule pas. Bon, sauf évidemment, si vous sortez devant lui le dernier iPhone, ou la dernière montre, la dernière Rolex, et il voit en cela, ça lui fait jackpot. Ça, c'est autre chose. Là, c'est pas du gain, si je puis dire. Mais vous avez compris l'idée. D'accord? Donc, fondamentalement, ou déménager, si vous n'en avez pas les moyens, étant donné que ce n'est pas donné à tout le monde, hein, de claquer du doigt et changer, prendre ses valises et partir, eh bien, se libérer d'abord de cette lecture du monde qui banalise la violence et qui se refuse à l'indifférence, et surtout le langage. Le langage. En lisant, si on n'a pas le temps de lire des romans, lire des citations. Les citations, ça aide beaucoup pour s'élever au-dessus de l'émotivité, pour accéder à une certaine sagesse, les citations, les adages. Et en prime, essayez de trouver au moins une personne. Normalement, vous pouvez trouver au moins une personne qui partagera votre sensibilité, votre envie d'échapper aux griffes du ghetto. Alors peut-être que cette personne fait partie de votre cercle, peut-être que cette personne fait partie de votre famille de sang, peut-être que cette personne fait partie de vos réseaux sociaux. Honnêtement, c'est aléatoire. Avec une personne, c'est plus facile que tout seul, c'est ce que je vais vous dire. Tout seul, ça nécessite vraiment une force mentale hors norme. D'accord? Alors, est-ce que je serais prêt à prendre en charge Samaké pour le former? Mais moi, je lui avais déjà fait une proposition à travers une vidéo, et ma proposition tient toujours. Si certains d'entre vous le connaissent, moi, je suis disposé à le former. Il n'y a même pas de question à se poser là-dessus, fondamentalement. Maintenant, est-ce que lui le voudra? Est-ce qu'il acceptera? Je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être davantage disposé, compte tenu de ce qu'il traverse. Clairement, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la souffrance. Et à l'heure où nous parlons, il doit être vraiment au fond du trou, d'autant que, sans rentrer dans les détails, manifestement, je l'ai dit tout à l'heure, sa femme ou sa future femme semble avoir pris une décision irrévocable et en actant une rupture. D'accord? Donc, je confirme, les citations et la philo m'ont beaucoup aidé, ne serait-ce que pour les questions existentielles. Oui, clairement, si vous n'avez pas le temps, je le dis, de vous plonger, de consacrer énormément de temps à la lecture, divers et variés, consacrez-vous au moins au site. Prenez un dictionnaire d'adages. Même par exemple, récemment, on m'a offert ceci, 3,50 €, je pense que c'est à la portée de tout le monde. L'Afrique en 200 proverbes. Ouais, l'Afrique en 200 proverbes. Vous les lisez, vous en apprenez un certain nombre, et ça va vous éclairer, ça va vous enrichir, ça va vous permettre de vous préserver contre vous-même, contre vos démons intérieurs, ça va vous permettre d'être intéressant dans des conversations, ça va ouvrir votre curiosité à d'autres saveurs intellectuelles. Bref, ça va vous sortir de cette passivité existentielle et surtout de cet esprit de groupe destructeur propre aux banlieues HLM et par extension propre à une certaine communauté afro banlieue HLM. Parce que l'identité ghetto, même si elle se caractérise de façon massive au sein des jeunes hommes déscolarisés, elle contamine aussi ceux qui travaillent par un effet ricochet. C'est-à-dire qu'il y a celui, la Kaira pure et dure, qui est dans le terre-terre ou qui est au Hebs ou qui fait que des allers-retours. Ok, oui, bon, c'est très très compliqué, c'est l'extrême. Maintenant, lui, il a des frères, il a des cousins, il leur parle. Donc le langage déjà, les expressions sont plus ou moins les mêmes. Le rapport à la violence n'est pas extrême. Donc, grosso modo, je pense que la connexion est revenue, c'est que quand on vient, j'ai quasiment perdu le fil. Ah ouais, la connexion est revenue. Donc, celui qui, voilà, j'expliquais qu'il y a un phénomène de contagion propre à l'identité ghetto. Donc, il y a celui qui l'incarne à l'extrême. Maintenant, toutes celles et ceux qui y ont grandi sont plus ou moins touchés à différents degrés. Et notamment au niveau du langage. À commencer par l'accent ghetto. Je vois beaucoup de frères et sœurs qui rentrent en contact avec moi dans l'optique de se former et qui, sans le savoir, sont prisonniers de l'accent ghetto. Comment je m'en suis libéré de cet accent ghetto au point où certains considèrent que je m'invente des vies en parlant du ghetto? Eh bien, tous les jours, je m'impose des exercices d'articulation. Exercices d'articulation. Quand
te désolidariseras. Tu délises. Tu te désolidariseras. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Les exercices d'articulation, tous les jours, 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, peu importe, tous les jours, de manière déjà à sortir de l'accent hostile. Il faut savoir que le langage ghetto, il met l'accent sur la deuxième syllabe, ce qui rend une tonalité trop grave, agressive. Deuxièmement, le débit de parole est extrêmement rapide quand on parle dans le langage ghetto, au point où on mange les mots. On ne prend pas le temps de formuler correctement chaque mot. Donc ça aussi, ça nous porte préjudice, parce que c'est en lien avec une émotivité forte. Ça nous porte préjudice. Donc clairement, exercice de diction. Donc citation, prise de conscience, citation à défaut de lecture. Si possible, compagnonnage avec une personne qui sera amenée ou qui sera ouverte à l'idée de se libérer du ghetto, physiquement, éventuellement, si on ne peut pas déménager, en sortant. Quand on décide d'aller prendre l'air, on va à Paris, ou en tout cas on sort de l'espace clos HLM, on va au musée, on va dans des parcs à l'extérieur, on sort, on s'éloigne. Exercice de diction fondamental. Et progressivement, on arrive à en sortir. Mais d'abord, vraiment, c'est le point de départ, c'est la prise de conscience que le surmoi du ghetto, la normalisation de la normalité, c'est d'abord notre premier ennemi. Comprendre que l'idée consistant à faire la hagra ou à vouloir plier la France, ou comme disait Monsieur R, niquer la France jusqu'à ce qu'elle-même, ça, pareil, c'est autodestructeur. Parce qu'au bout du compte, on brûle les voitures de nos voisins, on casse les mobiliers urbains de notre cité, on brûle les centres culturels de nos petits frères et sœurs. Bon, donc on est dans l'absurdité qui ne dit pas son nom. D'accord? Donc fondamentalement, déjà, sortir de tout cela, et le langage, c'est le Graal absolu, c'est la clé de la liberté. Moi, évidemment, j'ai bénéficié d'un entourage, je n'ai pas de grand mérite. J'ai eu la chance à l'université, au sortir du HEBS, directement d'être récupéré, un entourage, et qui plus est en plus à l'époque, c'était un entourage juif qui m'a plongé dans un amour de la connaissance permanence, dans l'amour de la culture générale, dans l'ivresse des mots. Donc fondamentalement, je ne pouvais pas mieux tomber en l'espèce. Mon meilleur ami s'était converti à l'islam. Donc lui aussi, de son côté, il a réussi à sortir du ghetto sans être passé par la case prison, en se mariant et en devenant plus pieux que la piété. Toujours lui aussi en se plongeant dans la lecture. Il a même été séjourné en Égypte avant de revenir en France pour ensuite s'établir en Angleterre. Mais le point de départ, pour lui comme pour moi, c'est la conquête de nous-mêmes par la conquête des mots. La conquête de notre liberté par la conquête des mots, et par la prise de conscience que la grille de lecture, que par la morale de la rue, c'est la morale de l'autodestruction. Mais c'est pas facile. Accepter de devenir un gentleman, de faire preuve de courtoisie, là où on se voulait être hyper viril face par exemple à la gente féminine, considérer qu'une femme qui porte une mini-jupe, c'est pas une PITE, c'est juste une femme, point barre, et qu'à ce titre, eh bien, si on veut rentrer en contact avec elle, il est préférable de faire un travail sur nous plutôt que de la forcer, par exemple. Enfin voilà, c'est tout un travail en profondeur à effectuer qui doit démarrer par une prise de conscience de cet enfermement, d'une part, et d'autre part, par une prise de conscience de la sécheresse verbale de laquelle nous sommes prisonniers, et qui conditionne notre rapport au monde, qui conditionne notre rapport à la bassesse existentielle, la culture de la vanne, la bassesse existentielle, le goût de la violence au nom du respect. J'espère avoir fait le tour. Il y aurait beaucoup à en dire encore. Pour ce qui est des références intellectuelles, pour celles et ceux qui veulent creuser davantage, j'ai cité tout à l'heure Thomas Hobbes. Durkheim, c'est très important aussi sur la notion de fait social. C'est-à-dire la kairatitude, c'est aussi un fait social, c'est-à-dire une manière d'être, de parler, de penser, qui s'impose de l'extérieur et qui ne dépendent pas de l'individu. Donc c'est important, ça peut être intéressant. Norbert Elias, c'est un enrichissement aussi pour comprendre la notion d'autocontrôle. Donc voilà les principales références. Bon, Max Weber pour l'idée de la violence légitime, qui a la légitimité de la violence. Voilà quelques pistes, hein, évidemment quelques pistes. Après,
c'est jamais exhaustif, hein, vous m'avez bien compris. Il faut regarder comment vivent les autres communautés en Europe. Voilà, est-ce que vous avez quelques questions, même si j'ai étiré votre patience? Merci d'être resté avec moi jusqu'à cette heure-ci. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes, de votre curiosité. Si c'est le cas, bon ben j'en suis honoré. Merci de me donner cette énergie positive, de participer avec vos remarques tout aussi pertinentes les unes que les autres. Désolé de ne pas avoir pris le soin, je ne pouvais pas de tous les lire, j'ai essayé de réagir autant que possible en étant interactif et en même temps en poursuivant la trame que je m'étais fixée de vous livrer ce soir. Voilà, c'était de la dextérité, mais bon, je pense qu'on y est plus ou moins parvenu. Alors, accessible, quels sont les livres accessibles pour les débutants? Alors, les livres accessibles pour les débutants, alors en termes de romans, le classique des classiques, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est accessible, c'est éclairant, c'est un détonateur intellectuel. Voilà, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Franchement, c'est un incontournable, c'est un classique de chez classique. Après, pour ce qui est de l'élévation intellectuelle, je répète, des dictionnaires d'adages et de citations, ça permet. En plus, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'en lire 15, 50, 10, 20 pages. Ne serait-ce qu'une page par jour de citations et d'adages, et même notez-les dans un carnet. Par exemple, moi, j'ai toujours un carnet de citations et d'adages, comme vous pouvez le voir ici. C'est très important de noter. Votre stylo, c'est votre meilleur compagnon. Donc, vous notez les adages, les citations, vous les gardez sur vous régulièrement, dans les transports. Dès que vous avez 2 minutes, 1 minute, c'est toujours bien d'en lire. Ça vous maintient en éveil, ça vous élève, ça vous empêche de sombrer. Votre premier ennemi, hein, c'est votre ego. Votre premier ennemi, c'est votre impulsivité. D'accord? Donc vraiment, ça vous retient contre ces démons intérieurs et ça vous protège aussi des démons extérieurs. Parce qu'il y a toujours des attaques extérieures et qui plus est quand vous aspirez à vous élever. Voilà. Donc, une pensée pour le frère Bakary. Il est encore jeune, il a moins de 25 ans, donc c'est un enfant, au-delà même de son âge. Psychologiquement, hélas, c'est vraiment un bébé. Espérons qu'il se relève. Espérons que sa femme ou sa future femme accepte de lui pardonner s'il formule des vraies excuses et s'il s'inscrit dans une vraie volonté de renaître, parce que c'est le mot d'ordre, hein, la renaissance identitaire, tuer le ghetto qui est en lui, pour laisser vivre le prince qu'il était amené à devenir, mais pas uniquement avec des gants de boxe, mais également maintenant avec son esprit. Ça ne se fera pas en une seule journée. Là, je m'adresse à chacun d'entre vous. Le temps ne pardonne pas ce qui se fait sans lui. Fondamentalement, se libérer de l'identité ghetto, ça prend un certain temps, des années. Voilà, c'est pas en une semaine, c'est pas une pilule rouge. Ah, ça y est, wouh, je suis plus ghetto, c'est bon, ça passe. Non. Et se libérer de l'accent, accéder à un vocabulaire, s'ouvrir l'esprit, résister, parce que parfois il y a des rechutes. Vous voyez, moi, je donne une petite histoire. J'étais retourné dans ma banlieue où vit encore ma mère, mais à proximité, du moins. J'étais passé à l'intérieur, j'ai croisé un ami d'enfance, je suis resté un peu, et là, il y a des jeunes qui sont passés. Il y en a un qui m'a regardé, je l'ai regardé, et je vous assure, en l'espace d'une seconde, le démon, le ghetto a voulu revenir. Et je me suis vu, j'ai dit, waouh, c'est incroyable comment ça va vite. J'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai disparu. Donc c'est pour vous dire que personne n'est à l'abri. Donc je ne me prétends pas, moi, direct sauvé de façon définitive. Ce démon-là, il est toujours au fond de moi quelque part. Simplement, il est muselé, il est tapis dans l'ombre, je l'ai enchaîné et j'évite de l'attiser. Et voilà, ça passe par l'éloignement physique, l'éloignement psychologique, le vocabulaire, l'élévation. Et la prière. Il faut aussi demander au divin de vous aider et de faire en sorte que vous ne soyez pas confronté à certaines situations dans des lieux sombres. Voilà. Merci à vous tous. Ça a été un plaisir. Nous nous disons à très bientôt. Dois-je rappeler que pour celles et ceux qui souhaitent un accompagnement, qui souhaitent s'offrir mes services pour s'élever par le verbe, par la maîtrise du langage soutenu, par la maîtrise de la logique et du raisonnement, je suis à votre disposition. Et je dirais même plus, je suis l'homme de la situation. N'hésitez pas à m'envoyer un message en MP et nous rentrerons plus dans les détails concernant vos besoins spécifiques. Et en l'espace de 3 mois, votre vie sera littéralement transformée. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre esprit. Et si je dois résumer en faisant un clin d'œil à Maître Mbeko, au frérot, lisez ou mourrez. À très vite.